Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus pour une émission qui aura lieu en deux parties. La première maintenant et la seconde dans quelques semaines. Deux podcasts entièrement consacrés à Gunm, mais non pas à la série principale Gunm, dont on a parlé à de très nombreuses reprises, mais à Gunm Last Order, la suite de Gunm, qui d'ailleurs est plus longue que Gunm. Salut Robin, toi tu fais partie du fan club de Gunm, et j'ai une première question pour toi. Est-ce qu'on peut lire Last Order sans avoir lu Gunm ? Alors je pense qu'on peut, mais ce serait dommage parce que Gun ça reste l'un des meilleurs mangas de tous les temps, donc autant commencer par l'un des meilleurs mangas de tous les temps. Mais je pense que Last Order, il y a des éléments et des introductions de personnages qui sont suffisamment clairs pour qu'on puisse le lire sans avoir lu Gun. Juste voilà, lisez Gun avant puisque c'est trop bien Gun. Cagnard, toi tu es membre fondateur du club Passion Bagarre et je te pose la même question, est-ce qu'on peut lire Last Order sans avoir lu Gun ? Un peu comme Robin, techniquement je te dirais oui, mais je te demanderais aussi qui tu es. Pourquoi tu fais ça ça ressemble à un défi TikTok, tu vois. Je me lance dans Last Order alors que j'ai jamais lu Gun. Mais avec un seau de glaçon sur la tête en même temps. Voilà. Oui. Et dès que je comprendrais pas, il y a un seau de glaçon qui me tombe dessus. Mais non, en fait, l'univers il est trop complexe pour adhérer dès le cycle 2, ça me paraît complètement inutile. Gunm Last Order est-elle une suite à la hauteur du monument Gunm ? Première partie de réponse dans la 5ème de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Nous allons ici disséquer, dépecer, charcuter et aimer Gun Last Order, ou plutôt les 62 premiers chapitres. Enfin, les 7 premiers arcs. Oui, ce sont des arcs très courts. Ça correspond en gros aux 7 premiers tomes de la nouvelle édition ou aux 10 premiers tomes de la précédente édition. Voilà, au moins tout est clair, peu importe l'édition que vous avez. On va parler du manga de manière chronologique, donc vous pouvez suivre cette émission en fonction de votre avancée dans la lecture. Hey, on est malin, hein. Évidemment, on va spoiler les arcs progressivement, donc si vous voulez pas connaître ce qui va arriver, oui. Ça va partir de plus en plus en couille. C'est ça. De plus en donc, plus. Au début, je vais annoncer les arcs, les chapitres. Faites pause, vérifiez où vous en êtes et vérifiez si vous pouvez écouter. Après, il arrêtera de les annoncer et là, ça sera à vous de déterminer si vous avez lu ou pas ça. Vous les avez entendus. Cagnard et Robin sont avec nous tels des adeptes de Foufon et de Brian De Palma. Et donc pour parler avec eux après l'émission, direction le hashtag 5DC pour réagir avec eux sur Facebook, sur Twitter. Vous êtes partout vous hein. Non, vous n'êtes pas sur Instagram. On a le compte à nous, le compte de la 5ème de couve sur Instagram. Sur YouTube ou sur le nouveau Discord qui fonctionne plutôt bien, j'ai l'impression. Oui, carrément, c'est très bonne ambiance. Cool. Pour retrouver le Discord, il faut aller sur les autres réseaux sociaux, non, c'est ça ? Ouais, mais alors le problème des invitations Discord, c'est que les liens périment, donc j'essaie de les remettre à jour régulièrement, mais il n'y a pas un bouton lien impérissable ? Non, je crois pas, malheureusement. Bon, très bien. On va étudier cette histoire. Gunm Last Order, c'est un manga de Yukito Kishiro qui prend la suite directe du manga Gunm. Donc attention, on va plus ou moins spoiler la fin de Gunm dans un instant. Si vous n'avez pas fini Gunm, oui, là aussi ça va être compliqué. Gunm Last Order, c'est la série de la Discord pour Yukito chez Kishiro et ses éditeurs chez Shueisha, puisque l'auteur a continué avec son premier éditeur dans un premier temps. Après la fin de Gunm, il a fait Last Order avec lui, avec Shueisha, de 2001 à 2010. Mais suite à un désaccord, il a rompu son contrat et il est parti chez Kodansha, toujours en 2010, pour finir sa série dans un autre magazine. Ceci explique les différentes versions du manga en édition simple chez Glénat. Il y a différentes avec jaquettes, des maquettes de coups. Exactement. Et ça explique aussi les délais de parution. Donc en gros, il lui restait à faire la fin du ZOT et la fin du manga tout court. Et ça, il l'a fait donc chez son autre éditeur au Japon. Il est resté chez Kodansha depuis ? Et depuis, il est resté chez Kodansha et tout a été réédité ensuite chez Kodansha. Et donc les rééditions qu'on a aujourd'hui de Gunm, c'est chez Kodansha, c'est plus chez Shueisha. Voilà, mais c'est ça, de toute façon, la fin du ZOT, la fin du manga, on en parlera dans la seconde émission. La brouille, elle portait officiellement, mais j'ai du mal à croire que ça soit que ça, sur une demande de modification de quelques mots pour une réimpression. Bah après, si le mot en question c'était réimpression, je comprends, hein, ça peut... Non, mais en gros, on lui a dit, ouais, tu pourrais changer ça dans les bulles.
Bah surtout Et il a dit non, surtout pas. Surtout qu'il y en a beaucoup des mots. Alors si c'est que sur quelques. Je sais pas. En tout cas, c'est la version officielle. Ouais. Moi, le doute me permet de penser que c'est sûrement un peu plus que ça. Oui, bon, ce n'est pas le sujet. Commençons l'émission. Et on commence avec le chapitre 1. Ah, c'est toujours mieux. Alors. c'est plutôt bien. Ou plutôt le premier arc qui s'appelle, ou qu'on appelle, je sais pas si c'est les noms officiels ou pas que j'ai choisi. Le premier arc qui s'appelle Zalem, chapitre 1 à 12 du manga Gun Last Order. En gros, c'est l'arrivée sur Zalem et la renaissance de Gali, qui se termine par une sorte de combat embryonnaire. Oui. Jim Roscoe Power. Et la découverte des habitants de Zalem qui s'entretuent suite à la découverte des puces cerveaux. Ça aussi, c'est un truc génial qu'on découvre à la fin de Gun. Ouais, c'est une révélation qu'on avait dans Gun, effectivement. Mais qu'on retrouve là très bien dans Last Order, ce qui permet de faire la liaison entre Gun et Gun Last Order assez facilement. Et le manga démarre lui par une reconstruction par la nouvelle création de Gali qui change de corps. Salut le corps de Berserker, salut les corps tuned. Là on arrive avec un nouveau corps, mais non pas par Ido cette fois, mais par Destinova. et je trouve ça assez marrant, parce que on a vraiment un reflet avec le début de Gun, où on voit Ido récupérer dans la décharge un bout de corps de Gali. Et là, et reconstruire entièrement Gali. Et là on a Nova qui récupère un bout de Gali pour la reconstruire entièrement. J'étais content de voir ce petit parallèle, miroir, ce parallèle, sauf que elle était bien tombée la première fois dans Gun. Oui. Là, elle est un peu plus mal tombée avec Nova. À ce moment-là, à quoi vous vous attendez, vous ? Bah moi, plus que retrouver Gali, c'était imaginer ce qui était le hors-champ principal de Gun, parce que Gun, ça reposait en grande partie sur un hors-champ très fort. C'était c'est quoi Zalem, qu'est-ce qu'il y a à Zalem et qu'est-ce qu'il y a au-delà de Zalem et tout ça. Et là, le début de Last Order, bah ça nous promet rien de moins que nous expliquer et nous décrire ce qu'il y a dans ce hors-champ. C'est quand même une sacrée promesse, donc c'était assez excitant effectivement de découvrir ça. Ouf, on avait trop envie de savoir comment Zalem, quoi. C'est clair. Comment on envoie, qu'est-ce qu'il fait Victor, à qui il envoie ça, qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est ça, on avait des petits éléments dans Gun, on voyait un tout petit peu des petits trucs, mais là, notamment à travers Lou. C'est ça, voilà. Mais là, par contre, bah du coup, c'est vas-y, on est dedans. Ça y est. Tu t'attendais à quoi, toi, Cagnard ? Bah en fait, je m'attendais vraiment à tout l'inverse, parce que comme le dit Robin, c'est un peu l'intrigue narrative moteur, tu vois, de Gun, l'arrivée à Zalem. Et on te fait comprendre que Zalem c'est une société quasi utopique où c'est un peu le paradis, et bah justement quand t'arrives il y a un chaos mais ambiant de ouf partout, c'est la révolution, tout le monde est en train de s'entretuer, et je trouvais que c'était assez intéressant à mettre en opposition avec la décharge, que cet endroit qui est censé être paradisiaque, bah là en fait c'est juste la merde, sauf que c'est blanc et immaculé. Mais par contre il y a pas cette notion de nous sommes des êtres humains supérieurs, nous avons réussi à nous élever et nous vivons en symbiose. Ah non, pas du tout, c'est comme la décharge, c'est chacun pour sa gueule, et t'as un affrontement entre les adultes et les enfants après la révélation du secret des puces. Ouais, mais ça finalement tu vas l'avoir tout le long de Last Order. À chaque fois tu te dis mais on est sur des gens plus intelligents, on est sur des gens qui vont savoir s'organiser, mais en fait c'est la merde partout. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est la décharge un peu partout dans l'univers de Gun. C'est propre à Zalem. C'est propre à Zalem parce que l'apocalypse elle est assez récente en fait. C'est lié à la révélation des puces et qui est très récente en fait. Ouais, on a l'impression d'arriver dans une attaque zombie dans un supermarché où on est cantonné et on doit se battre contre des zombies. Ou alors genre 1789 quoi. C'est la révolution qui est en cours quoi. Vous vouliez une nouvelle Gali ou vous vouliez retrouver la Gali que vous avez laissée à la fin de Gun? Ou voir retrouver, moi ça c'était un petit peu mon côté, retrouver un peu la Gali des débuts de Gun. Moi je voulais une variation de la Gali du début de Gun, mais un peu plus upgradée, un peu moins naïve. Bah, disons que pour moi Gali c'est un personnage qui est vraiment dur à cerner, tu vois. J'ai limite l'impression que c'est un des persos les plus durs à cerner que je connaisse dans le manga. Elle me donne toujours cette impression de changer de caractère un peu à chaque arc. Des fois elle est taquine, des fois elle est survoltée, et j'ai du mal à la cerner. En fait je la prends un peu comme un perso vide et qu'il faut remplir d'une mission. Après tout, de toute façon, c'est un robot, donc c'est normal. C'est comme si on mettait un programme. Elle a un cerveau, attention. Elle a un cerveau. Mais en fait, à vrai dire, Gali, moi, c'est pas un personnage que j'adore spécifiquement. Pour moi, je la vois quasi comme une sorte d'expédient narratif. C'est limite une excuse pour présenter l'univers de Gun et tout ce qu'il représente. Mais Gali,
sa motivation première, à chaque fois, je m'en fous un petit peu en fait, et je suis pas accroché à ce perso. Et toi, Robin ? Après, justement, ce principe de coquille vide qui a à remplir, que ce soit par la quête de ses origines ou le fait qu'elle apprenne avec les gens qu'elle rencontre et tout, c'est justement tout l'objet de la quête de Gun Last Order et même de Gun Mars Chronicles qui continue. C'est pour moi, c'est l'enjeu principal, c'est justement de remplir cette coquille vide qui est Gali, quoi. Et en gros, c'est intéressant dans Last Order le début parce que justement, comme disait Max, c'est Nova qui lui crée un nouveau corps, et le nouveau corps qu'elle a, en fait, Gali, elle évolue aussi en fonction de la coquille, de l'enveloppe qu'elle a. Et là, son nouveau corps, c'est l'Imaginos. Là, je sais plus comment c'est ça, je crois. Il s'appelle le corps Imaginos. C'est un corps qui est évolutif, qui évolue constamment, qui peut se reconstituer et tout ça. Et je trouve que quelque part, ça correspond bien à qui est Gali à ce moment-là. C'est quelqu'un qui va évoluer et qui va se reconstruire constamment, quoi. Oui, puis là, on est à une période post-adolescence. Début de l'âge adulte. Ouais. Tu sais, si on imagine Gun comme son enfance de sa renaissance, on peut imaginer que là on est dans une sorte de début de l'âge adulte. Donc c'est normal qu'elle change aussi, quoi. Ah oui, bien sûr, mais de toute façon, après ce qu'elle a vécu dans Gun, c'est normal que ça soit un perso qui a. On est clairement sur une suite, donc. Sa quête principale, elle a déjà eu lieu dans le premier. Donc là, faut lui en donner une nouvelle de toute façon. Et c'est ce que je dis en termes d'expédient narratif. C'est bon, là voilà, maintenant qu'elle est sur Zalem, c'était sa promesse, la promesse qu'elle avait fait. Bon, maintenant, il faut j'ai l'impression qu'on rentre une memory card en fait dans Gali, et genre, allez, maintenant, va retrouver ta copine qui faisait partie du peuple de Zalem. Donc moi, je la retrouve sans déplaisir, j'aime. Ah si, par contre, putain, le premier dessin où elle est entièrement reconstituée, putain, qu'est-ce qu'il est badass. Elle a des muscles partout et tout, elle est vraiment stylée. Elle est souvent badass dans les positions et tout. Il est vraiment très très fort, Kishiro, pour ça. Juste notons que les memory cards n'existent plus depuis 1999 à peu près, hein. C'est faux. Une carte SD. C'est faux. J'en ai une dans mon Nokia, alors s'il te plaît. Ah oui, pardon, c'est vrai. Dans l'ensemble, comment t'as trouvé cet arc, Robin, ce premier arc de Zalem? Moi, je dirais que c'est un arc d'introduction qui fait, comme tu disais, la liaison avec la fin de Gun, la fin que Kishiro n'aimait pas et qui voulait justement prolonger et tout ça. Donc il est techniquement efficace, tu vois, il fonctionne bien, il fait bien la liaison, on retrouve les persos, on en découvre des nouveaux. Mais moi, après, personnellement, c'est pas l'arc qui m'a fait accrocher. J'avoue que justement, cette promesse de Zalem, je la trouvais finalement pas à la hauteur de ce que j'attendais. Il y avait un truc qui me manquait. Le seul truc que je trouve vraiment très cool, c'est le combat embryonnaire dont tu parles, l'espèce de robot qui sort et à chaque fois il y a une nouvelle forme plus ou moins fétale qui ressort, et je trouve ça, c'est graphiquement et tout, et symboliquement c'est très très fort, mais j'avoue, c'est pas mon arc préféré de Last Order. Ouais, mais c'est l'arc qui crée tout le déclenchement de toute l'histoire, parce qu'elle montait à Zalem pour sauver Lou. Et finalement, elle voit que Lou n'est pas là, c'est plus compliqué, il y a le Melchizedek, etc. Donc ça reste l'arc de déclenchement de l'histoire, la découverte des gens de Zalem, découvrir que leur cerveau était remplacé par les puces, que ça entraîne une tuerie sans précédent, que certains sont devenus totalement fous. et ça pousse Gali à aller ensuite sur Geru. Non, mais il est nécessaire, c'est clair, c'est juste après. Je préfère les arcs d'après, quoi. Comment tu l'as trouvé, toi, Cagnard? Moi, en fait, j'ai été pas mal frustré parce que j'ai l'impression d'une intro qui est très rushée. Alors que c'est censé être quand même le point culminant de narratif de Gun, tu vois. On est à Zalem, tu vois. Et en fait, ça rush, ça va super vite, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment des trucs trop cool à raconter et qu'ils les développent pas du tout. Mais tu vois, la guerre entre les jeunes et les vieux, c'est un peu et ils vécurent heureux, et ils eurent beaucoup d'enfants biologiques a priori. Et j'étais là, wow, mais ralentis, qu'est-ce que tu... attends, c'est bien là ce que tu nous montres, tu vois, la guerre entre les jeunes, les vieux. Roscoe, il est trop bien, tu vois, comme perso. Et j'avais limite envie qu'on se pose un petit peu, tu vois, mais... En fait, il a pas le temps. C'est pas ça que tu veux raconter. Puis ça donne le ton de Last Order, parce que Last Order, ça va tout. Il veut pas raconter ça. Il va aller beaucoup plus loin. Il veut aller dans l'espace. Il veut monter ça à aurait l'étage. Finalement limite pu être la fin. De Gun, complètement. Oui, c'est vrai. Le tome 10 de Gun, quoi. En plus, c'était dans le prolongement du Barjack et tout, avec cette révolution qui existe aussi sur Zalem. C'est vrai que ça aurait eu du sens aussi. Quand on réouvre Gun Last Order après des années à avoir laissé passer Gun mis Gun de côté, on se retrouve dans cette hard SF façon Yukito Kishiro, cette hard SF qui a pris naissance au milieu des années 90.
avec le karmatronique, les nanocellules. ça vous parle tout ça? Vous êtes fan de toute cette période chargée en notes de bas de page qu'on n'a plus vraiment aujourd'hui? Bah moi j'avoue j'adhère parce que je trouve que c'est en cohérence avec les enjeux vertigineux du récit. Tu vois, on est vraiment sur un pur récit de hard SF comme tu dis, où justement les enjeux sont vraiment démesurés. C'est des trucs sur la question du devenir de l'humanité, la notion de chaos versus le contrôle, le hasard versus le destin, enfin des choses qui sont vraiment hyper vertigineuses et qui du coup reposent forcément sur des théories scientifiques très pointues et tout. Donc je trouve qu'en général tout ce qu'il décrit Kishiro en général ça a du sens même si c'est un peu du gimmick pour des fois juste expliquer des techniques d'arts martiaux avec de la physique quantique et tout. Je trouve qu'au final c'est cohérent quoi. Après en plus tu lis tout moi j'avoue je lis tout parce que je trouve qu'en plus en vrai on apprend plein de trucs quoi. Il y a plein de notions scientifiques qui sont abordées. Alors après je pense que des fois il va vers des territoires scientifiques qui sont pas, où il n'y a pas forcément des consensus forts, donc des fois il y a à boire et à manger, faut un peu choisir, mais je trouve qu'en général t'apprends plein de trucs et puis c'est assez fun quoi. Bah moi c'est grâce à Gun que j'ai toujours voulu avoir des couteaux en acier de Damas. Oui voilà les aciers de Damas. Je connaissais pas avant Gun. Mais oui moi non plus. Ouais. Et maintenant quand je vais chez le tu veux un couteau en acier de Damas, il y a des très beaux couteaux japonais. Tu t'accroches à ton avant-bras et que tu coupes comme ça. Ce serait tellement bien. Avec des tranchants de la main. Ouais c'est ça. On mettait comme des coups de coude. Cagnard, toi, ça t'accroche cette hard SF là? Bah, pour être tout à fait honnête, moi c'est ce qui m'a fait lâcher le manga à la sortie du tome 1. Tu vois, vraiment quand c'est sorti, parce que déjà il faut se rendre compte que Gun c'est pas hard SF. Il y a des notions de SF qui précise un petit peu parfois, mais il est pas du tout dans un truc de hard SF. Et là, c'est vraiment, tu te le splatch en pleine gueule quand t'arrives. Et comme tu disais, tu vois, t'as pas lu Gun depuis un moment, t'as le tome 1 qui ressort, t'arrives, t'es sur Zalem, c'est trop cool. Et t'es là, on te balance toute une série de notions scientifiques. Et le karmatronique. Moi, ça m'a complètement perdu au point que, tu vois, j'ai vraiment arrêté ma lecture. Des années après, je l'ai reprise. Et oui, en vrai, c'est hard de s'accrocher si tu veux tout lire, mais ça vaut le coup parce que, comme dit Robin, c'est très cohérent. Et puis, pour être tout à fait honnête, tu peux le lire en diagonale, sans les explications techniques, tu vas pas du tout être perdu dans l'histoire. Les explications techniques, la plupart du temps, elles sont là pour déterminer qui a gagné et pourquoi. C'est parce qu'il a utilisé cette technique, c'est parce qu'il a cette technologie-là. Et puis souvent, c'est vraiment pour expliciter un terme un peu technique qui est pas forcément compréhensible tout de suite, mais en vrai, tu peux dire juste considérer que c'est un truc magique. C'est ça, tu peux considérer que c'est une licence et que y a pas forcément besoin d'avoir la raison. C'est juste que tout ce qu'il dit est sourcé de manière scientifique. Ah bah il a intérêt, alors il a écrit que de la merde. Et en théorie ça marche. Et Smart, c'est les cons. En théorie on peut générer du plasma. Oui, du karaté karma. Putain, les cons ils y ont cru. Il y a la fin de cet arc qui se conclut par un passage dans la décharge. On prend des nouvelles. Koyomi, salut. Je vois ça comme quelque chose d'assez symbolique. Genre, c'est bon. Hop, on a fait le tour. Maintenant, on peut passer à autre chose. Ouais, non, mais t'as raison. Hein, c'est vraiment. En fait, c'est le dernier chapitre de Gun. Mais oui, en fait, c'est le dernier chapitre de Gun. C'est les derniers tomes d'histoire. À chaque fois, tu vois tous les persos un peu ce qu'ils sont devenus quelques années après ou autre. Bon, là, ça a mal tourné en vrai. Ouais, en vrai, c'est Gun. Hein, il y a très peu de choses qui tournent bien dans Gun. Et là, ouais, t'as comme un petit allez, salut tout le monde, à la prochaine, on se revoit sur Géru. Ou ça sera la merde aussi. Et donc, on arrive sur Géru. Deuxième arc de Gun Last Order, c'est chapitre 13 à 17, 5 chapitres seulement. Là, c'est le tant attendu départ pour Géru, qui est autant une quête de vérité qu'un moyen pour essayer de retrouver Lou. On sait pas du tout à quoi ça va s'en tenir. On arrive, on commence, on découvre Mbadi. C'est drôle de personnage quand même. Oui. Trop stylé. On découvre Ping, on découvre les dirigeants de Mars. Les dirigeants de Jupiter, les dirigeants de Vénus. Eux, ils sont chelous, les gens de Jupiter et Vénus. Et on est au cœur de tractations galaxo-politiques. Et on se débarrasse de Nova direct. Mais c'est un truc de malade. Genre, salut, je suis Nova, je suis là, je suis le personnage principal. Et bah, adieu. Ouais, mais ça rejoint un peu ce que tu viens de dire. C'est le truc de salut les gars, on passe à la saison 2 maintenant. Ouais, voilà. Mais je me souviens que cette séquence, quand je l'ai lue, elle m'avait vraiment marqué. Autant, tu vois, c'était cool Zalem, mais je me souviens que quand j'ai lu le tome 1, toute cette arrivée sur Géru, l'arrivée de Mbadi, là, il claque les glaçons dans sa bouche, l'autre qui bouffe des bébés rôtis. Tu vois Nova qui se fait même pas trucider, il est en train de se marrer, tu vois, il sent même pas ce qui lui arrive. Et tu vois, c'est vraiment game, on change les règles. Ça y est, c'est fini, on est passé à l'évolution au-dessus. Maintenant, ce que vous connaissez, vous pouvez l'oublier. Mais moi, ça a été une vraie surprise de voir Nova se faire dézinguer. Je m'attendais à ce qu'il ait l'intellect et le charisme du personnage qui pouvait vraiment accompagner Last Order, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah tu sais, c'est un peu le truc du manga, c'est que en fait il se disait l'homme le plus intelligent de la Terre.
bah il est tombé sur plus intelligent. Bah on est plus sur Terre. Ah bah on est plus sur Terre et des mecs qui le regardent vraiment comme une pauvre merde quoi. Tout ce qu'ils veulent c'est sa puce. Ils veulent même pas qu'il les aide, tu vois, pour de la c'est juste technologie. Badi parce qu'il est quand même super. Oui, c'est Badi mais tu vois il s'en fout royalement de ce qu'il peut apporter. Après c'est lié au fait que bah ça y est là on rentre dans le serious business comme on dit quoi. On ouvre sur le lore étendu de Gunn, on arrive dans l'espace, on découvre que du coup Nova il est pas si important que ça. Il est issu d'un programme de manipulation de génome de petits génies pour en faire des scientifiques, mais en fait lui il est pas si important que ça. Il est parmi d'autres. Et il y a Mbadi qui est au-dessus de lui et au-dessus des autres et du coup là je trouve que c'est vraiment le moment où on arrive vraiment dans le Last Order, l'univers de Last Order. Ça y est, il nous est décrit. On a le tome 2 de Last Order, c'est probablement des tomes les plus denses de manga que j'ai lu de ma vie, je pense, en termes de densité d'informations et de choses qu'on te fait digérer avec comment fonctionne le système solaire, la confédération de Jupiter, les trucs de Vénus et tout ça. C'est panneau sur panneau. Voilà, tout ça panneau sur panneau avec des doubles pages, avec des descriptions et tout. Là pour le coup je pense que c'est quand même important de les lire, même si on a la flemme. Il faut quand même un peu se faire violence et tout si on veut bien comprendre. Et du coup tout ça c'est effectivement un peu lourd, un peu indigeste mais en même temps super vertigineux. Moi c'est vraiment genre le moment où j'ai accroché à la sortie, je me suis dit putain mais en fait ça y est, il y a un univers de Maboule qui m'est décrit et ça y est, on est parti pour une aventure là-dedans quoi. Bah déjà on découvre Mbadib qui lui a l'air d'avoir un âge indéfini, totalement canonique. Donc c'est quand même incroyable et moi j'étais rapidement impressionné par la manière dont Kishiro a conçu tout ce système de protection de Geru. Avec, tu sais, le concept de l'implantation de nanomachines au niveau intracrânien pour contrôler les masses. Et ensuite les implanter dans Melchizedek pour pouvoir contrôler. Et comme ça, c'est les humains qui se contrôlent eux-mêmes. Mais comme on contrôle les cerveaux des humains qui se contrôlent eux-mêmes, bah on contrôle les humains quoi. Ouais, non mais c'est la réflexion en elle-même, la conception de ça, je trouve incroyable. C'est barré, c'est génial. Je crois que c'est là où on voit le talent de SF de Kishiro, parce que ça va bien au-delà de toutes les théories du complot actuelles. c'est limite le Covid et la 5G en fait son concept. C'est la 5G, sauf qu'il a inventé ça il y a 20 ans. Non mais c'est vrai que c'est assez avant-gardiste. En même temps, je sais pas s'il les a lus, mais il y avait des philosophes français dans les années 80, Deleuze et Foucault notamment, qui avaient écrit des choses sur les sociétés de contrôle qui reposaient sur ce que tu dis. C'est le fait que en fait on ne contrôle jamais mieux les masses qu'en les faisant se contrôler entre elles et en contrôlant leurs pulsions et tout ça. Donc ça c'est en fait quelque chose peut-être qu'il a puisé à ce moment-là, mais qui du coup à l'heure actuelle semble hyper contemporain. Et je trouve que ça se retrouve aussi dans le personnage de Ping qui est introduit aussi à ce moment-là. Donc il y a un hacker, tu vois, un espèce de hacker résistant, et il a un peu cette espèce de figure de lanceur d'alerte quoi. Entre, c'est un peu un qui a essayé, qui est très actuel en tout cas, qui essaye de combattre le système en le piratant et tout ça. Et ça c'est hyper actuel aussi je trouve. Et qui se retrouve du coup totalement ermite, isolé dans le monde des robots, dans une espèce de coin de Geru qui est totalement séparé du reste. Et donc il a lâché l'affaire, il a abandonné. Il est en bannissement total. Lanceur d'alerte qui a raté, qui a été banni. C'est le Edward Snowden de Geru. Non mais c'est marrant parce que moi, je vois plein de parallèles avec des choses qui peuvent arriver aujourd'hui, sauf que c'est écrit il y a 20 ans encore une fois quoi. C'est ça qui est quand même énorme. Toi, comment tu l'as senti cet arc, Cagnard ? Bah, encore une fois, très frustré parce que ça va. Arrêtez d'être frustré tout le temps. Non, mais ça rush l'univers à coups de panneaux, double page, bam, bam, bam. Là, c'est Geru, là, c'est un vaisseau, ça, c'est quoi ? On sait pas, avance, continue à lire. Et ça va très, très vite. Et je trouve que c'est un peu dur d'appréhender tous les enjeux parce qu'il te donne les informations vraiment d'une page à l'autre. Il t'explique les planètes d'une page à l'autre. Tu ne respires pas, ça va vite, vite. Il faut faire des pauses. Ah, bah, oui. À la fin de chaque phrase, je le dirais même. Mais s'il y a une chose que je retiens dans cette arrivée, c'est bizarrement pas l'univers, c'est au contraire la capacité qu'il a à introduire des personnages, que ça soit Mbadi, que ça soit Zazie. Je trouve ça ouf. Tu vois, l'arrivée de Mbadi, il est en train de faire du yoga, il a son pied sur sa tête, il arrive, il mange un glaçon de Jupiter, je sais pas quoi. Oui, de la glace au zéro absolu. Le dessin est génial, il fait clang 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 clang, il le mange comme si c'était un hachoir, tu vois. Et je sais pas, bam, en 2 minutes, t'as adhéré à ce perso. C'est bon, t'es avec lui, t'as envie d'en savoir plus. Zazie, je trouve qu'il y a la même chose avec elle, t'adhères très rapidement. On reparlera de Zazie, moi je préfère qu'on s'arrête maintenant sur Badi. C'est vrai que le charisme, le chara-design du personnage, le look aussi, totalement jamais vu dans le manga. Très différent. Non mais dans le manga même tout court, tu vois, c'est des looks qu'on a jamais vraiment vu. C'est un Renoir. Bah oui, déjà c'est un Renoir. Déjà. Non, mais c'est vrai. Non mais c'est un vrai truc aussi clé qui marque Gun Last Order par rapport à plein d'autres titres. Et puis par la suite, on va découvrir son histoire, on va découvrir que c'était un héros. Un héros de comics, de séries, mais que c'était et qu'il est devenu du coup président, responsable du ladder et de toute la partie
terrestre, on va dire. Et puis la puissance qui se dégage du mec. C'est devenu un espèce de dictateur, mais c'est marrant parce que d'ailleurs c'est pas un bon dictateur pour lui, quoi. Oui, parce que lui il est au service de l'ordre, pour revenir sur le titre du manga qui est Last Order. Mais c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas le président en fait, c'est lui, c'est le secrétaire, genre c'est l'espèce d'éminence de l'ombre, mais qui en fait c'est celui qui a tous les pouvoirs et tout ça. Et il y a un truc que je trouve quand même marrant au moment où il a introduit Mbadi, c'est que déjà comme dit Cagnard, on t'a montré un peu rien que par son design et sa façon de croquer les glaçons, machin, comment il moi ça m'a marqué, comment il est badass et tout. Mais en même temps, quand il rencontre Nova et Gali et compagnie, il se fait un peu victimer, tu sais, par Gali. Elle lui fait une clé de bras tout de suite et tu sais, il est genre il est pas bien, et en fait après il fait semblant. Et après il fait semblant. Mais du coup j'aime bien avec ce personnage, c'est que il y a souvent, on en reparlera peut-être plus tard après, dans le long du manga, il y a toujours des moments où il est un petit peu en position de faiblesse et il est pas stable et en même temps de contrôle absolu. Et je pense que il incarne aussi ce que Kishiro à mon sens veut dire dans Last Order, c'est en fait le contrôle ça existe pas, c'est le chaos, et c'est pour ça que c'est Nova en vrai. C'est ça, mais tu vois, malgré tout Badi veut tout contrôler, comme un vrai gros premier ministre. Ouais, c'est vrai. Et dans le rouage, dans la mécanique, il va y avoir des grains de sable et des petits cailloux que Gali et Pink vont mettre, et Nova au final. Oui. Et ça va compliquer les choses, et quoi. puis il incarne ce truc de vraiment la puissance mentale, quoi, parce que déjà son pouvoir il est sur le piratage, donc le fait qu'il il va dans l'intellect et le mental des gens, et même en fait son entraînement physique qui est du yoga, effectivement, c'est pour que son mental soit encore plus fort, tu vois. C'est vraiment une espèce de puissance mentale supérieure, quoi. Et je suis d'accord avec Robin, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est censé, nous on le comprend comme le grand méchant quand on démarre, et très vite en fait on te le montre avec des failles, et je trouve que c'est hyper intéressant. C'est pas tu vois, même Nova dans Gun, il était présenté de manière beaucoup plus autoritaire. Là tu sens, tu démarres avec un truc très fort, et après d'un coup finalement la première petite fille qui passe, en fait elle le victime à moitié, tu vois. Il a une sorte de faiblesse en lui qui est hyper intéressante, qui est humaine en fait, qui le ramène à un statut d'humain. Bon, c'est une dirigeante de Mars, cette petite fille. Au début de Last Order, on parcourt beaucoup les questions du sens de la vie et de ce qui définit l'être humain. Tout ça, c'est vraiment clairement posé. Est-ce que vous avez le sentiment comme moi que ça va imprégner la suite et le reste du manga ? Oui, comme pour Gun, c'est un truc qui est, je pense, fait partie des espèces de questions philosophiques que Kishiro veut aborder, qui prolonge dans Last Order, quoi. C'est ce que tu dis, quoi. C'est le sens de la vie. Qu'est-ce que c'est qu'être un individu, un être humain ? Est-ce que, pareil, ça c'est des trucs philosophiques qui se rapprocheraient plus de Nietzsche. Est-ce que c'est ton corps ou ton esprit qui gouverne et tout ça ? Il y a toujours ce jeu là-dessus, quoi. Qu'est-ce qui te définit en tant qu'humain ? C'est toi aussi tu le ressens comme ça, Cagnard ? Ouais, plutôt. Et comme le dit Robin, c'est une thématique qui revient tout au long de Last Order, peut-être plus que dans Gun, c'est-à-dire que là cette interrogation elle est posée par plusieurs personnages, tandis que dans Gun c'était uniquement Gali qui cherchait son humanité. Là on est quand même étendu à toute autre chose, à beaucoup d'autres personnages qui ont ce genre de réflexion. Et on a le principe de l'âme. Est-ce que l'âme existe ? Est-ce qu'on a une âme ? On a le questionnement autour de la mort. C'est des préoccupations vraiment importantes au début. Et ensuite, on va passer à des phases autrement importantes. C'est qu'est-ce que c'est être un guerrier ? Ouais. Et ça aussi, ça revient énormément dans le manga, à travers Zesh, à travers Gali. Il y a toujours ces questions sur qu'est-ce que c'est être un guerrier. Ouais, chacun a sa définition. Parce qu'en fait, Last Order, ça reste un peu un manga de bagarre quand même. Et du coup, je pense que c'est une des réponses que Kishiro apporte aussi à qu'est-ce que c'est qu'être en vie, qu'est-ce que c'est qu'être un être humain ou un individu. C'est aussi ce qu'on fait. Et là, dans Last Order, ce qu'ils font beaucoup, c'est se battre. Donc du coup, c'est sûr qu'être un guerrier, c'est important. Ça, c'est un peu le truchement de Gali, c'est qu'à chaque fois qu'elle se pose des questions, c'est mais en fait il faut que je me batte. C'est un peu le Sunken Rock de la SF, tu vois, la bagarre. De ce point de vue là, je trouve qu'il y a un personnage qui est vachement intéressant aussi sur qu'est-ce que c'est qu'être un individu. C'est Nova, parce que tu sais il a développé sa karmatronique qui est qu'en fait il est virtuellement immortel, mais en fait c'est jamais lui, c'est-à-dire que quand il meurt, ces nanomachines se reconstruisent à partir de mémoire qu'il y a dans les cellules et tout, et du coup c'est jamais lui, c'est un nouveau Nova et tout ça, et je trouve que ça c'est pareil, ça pose des questions hyper intéressantes, quoi. La conclusion de l'arc va nous permettre d'explorer les origines du Panzerkunst, l'art martial ultime de Gun. Moi quand j'étais ado et que je lisais Gun, j'adorais, j'aimerais trop faire du Panzerkunst un jour. Mais c'est pour se battre contre les cyborgs. Donc je sais qu'à ce moment-là, on découvre que l'entraînement, il se fait avec zéro gravité. Donc s'entraîner à se battre sans gravité,
Ça aussi, ça doit être bien compliqué. Bah oui. Mais du coup, c'est important. Après, tu comprends pourquoi c'est aussi virevoltant et ainsi de suite comme art martial. Il a réfléchi son combat dans l'espace, pas uniquement comme un combat lambda. Ouais. Il l'a réfléchi avec encore une fois, peut-être pas des termes de hard SF parce qu'il reste pas très longtemps dessus, mais penser à la gravité. On est dans l'espace maintenant, donc penser à la gravité. À quel point il n'y avait pas pensé dès le début de Gunn ? Bah, je pense que c'est un peu un prolongement de son plaisir aussi en tant que dessinateur de mettre en scène des scènes d'action, et Dieu sait qu'il est fort là-dedans. C'est aussi ce truc de à partir du moment où tu as inventé un art martial qui va à 3 dimensions dans l'espace, là graphiquement tu peux t'éclater quoi. Tu peux vraiment faire sauter les mecs dans tous les sens et tout. Parce que dès le début il indique clairement que Gali vient de l'espace, qu'elle vient de Mars, donc ça c'est dans le background du personnage. Donc je pense que dès le début, il avait imaginé que le Panzerkunst c'était un art martial qu'on apprenait en extraterrestre sans gravité final, quoi. Et là, quand je vois les photos de Thomas Pesquet, comment ils sont en galère des fois dans la navette spatiale pour regarder un film, ils sont à l'envers et tout. Tu t'avais t'entraîner avec zéro gravité à faire des arts martiaux, ça doit être énorme. Ah non, mais vivre en zéro gravité déjà, ça doit être infernal. C'est pour ça que c'est des gens beaucoup plus intelligents que nous. Ce qui est très drôle, c'est qu'ils rangent des trucs au plafond. Parce qu'il n'y a pas de gravité. Mais Thomas Pesquet, ça serait pas un peu le M-Body quelque part. On va voir, parce qu'il a l'air, il est bien branché comme aussi, donc peut-être. Justement, on intègre un vaisseau spatial, on intègre le Léviathan à la fin de l'arc. Et là, on rencontre vraiment Zazie et on passe donc à l'arc suivant. L'arc suivant sont les chapitres 18 à 24, un peu plus long cette fois-ci. L'arc, on va l'appeler le Léviathan. On découvre ce vaisseau colonie martien appelé les Léviathans. Souviens-toi, il y avait une question à ce sujet dans le dernier quiz, Cagnard. On va faire plus ample connaissance. Le fameux Cthulhu. Ouais. On va faire plus ample connaissance avec Zazie. On explore un peu du passé de Pink. On découvre la réalité des orphelins de ce monde. On rencontre l'énigmatique Colonel Payne et on rentre dans les combats du flag et on se cogne face à d'étranges karatékas. Finalement, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la décharge, c'est pas si mal quand on voit ce qui se passe sur ce vaisseau colonie martien. Ouais, mais ça c'est hors de Geru, tu vois. Le vaisseau c'est genre. On est sorti de Geru, on est allé sur un vaisseau colonie. Ça c'est pas la société, c'est la marge quoi, tu vois. Genre, il y a une société de robots, il y a des. Ouais, mais ça a l'air quand même d'être n'importe quoi ce vaisseau colonie. Ça a l'air pire que la décharge. C'est l'anarchie totale, ouais, c'est clair. C'est en ça que je me dis que c'est quand même fou de se dire on part de la décharge pour aller dans l'espace, mais pour retrouver la même merde quoi. Et j'ai l'impression qu'on retrouve un peu, cette partie. Elle m'a donné un sentiment un petit peu proche dans Gun, quand elle devient mercenaire à la solde de Zalem. Tu sais, elle trace dans des grandes étendues de sable. Oui, elle sort des États-Unis pour aller dans le sud et tout. J'ai eu un peu ce même truc, genre tiens c'est marrant, il revient sur un truc un peu on the road. Bah oui, parce qu'on est sur un paysage désolé avec désertique, avec la violence qui est omniprésente. Mais dans un vaisseau spatial. Mad Max en fait. Oui, c'est ça, c'est très Mad Max. Mad Max dans l'espace. Mad Max mal. Et là on rencontre donc un colonel nazi, une sorte de colonel nazi martien, le colonel Payne. Mais oui, et il est vraiment très très étrange ce personnage parce que il se fait tuer dès le début. En vrai, il intervient 2 pages quoi dans Last Order et après il est là tout le temps dans la tête de Gali et tout. Et il y a vraiment, moi je le trouve. Bon, je l'aime pas ce perso, de toute façon personne peut l'aimer, c'est vraiment le reflet de ce que Gali c'est un n'aime robot pas, nazi, et c'est un robot nazi et puis il ne fait que renvoyer à Gali ce qu'elle aime pas d'elle-même et tu vois, donc du coup c'est un personnage qui est fait pour que tu l'aimes pas, mais je trouve encore une fois je trouve que ça démontre la force de Kishiro d'incarner des personnages en peu de temps et de leur donner de l'importance, et même s'il revient régulièrement, mais je trouve c'est une espèce de cas d'école de la mise en scène de Kishiro d'imposer un perso quoi. Et tout ça grâce au costume nazi. Non, mais je veux dire, sans le costume nazi, ça en fait il n'aurait jamais réussi à faire ce caractère, plus le design du personnage quoi. Mais tu vois, sur Arte il y a une émission de télé avec des gens qui vont chez le psy. Oui, on mettrait le colonel Payne en psy dans cette émission, ça marcherait, mais encore mieux que ce que ça marche aujourd'hui. Et donc moi c'est le thérapeute de Gali en fait. Ça devient le thérapeute imaginaire de Gali quoi. Mais c'est étrange parce qu'on arrive quand même là, parce que moi évidemment j'ai pas compris pourquoi ce perso prenait cette place là. Du coup, je me suis dit, c'est un perso qui est arrivé récemment. Elle a un passif avec lui, mais façon de parler, on va dire, parce qu'elle s'en souvient pas vraiment. Et pourquoi il est là de manière aussi présente ? Je me suis dit, en fait, c'est parce que le Kishiro, il a voulu que Gali atteigne ce niveau de conscience. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qu'elle avait pas dans Gun. Elle réfléchissait toute seule, mais elle n'avait pas d'opposant à qui allait la renvoyer dans les codes. Et je me suis dit, en même temps, quel autre personnage aurait pu
prendre ce rôle-là. Dans les persos que Gali a rencontrés précédemment, j'en vois pas en fait. Ouais. Parce qu'elle a toujours réussi normalement à se faire un peu ami-ami avec les mecs, alors que là c'était full vengeance, tu vois. Mais sachant qu'en plus, bon là je pense que on va dans la psychanalyse et tout, mais le pain qui est dans sa tête n'a peut-être rien à voir avec le vrai pain qu'elle a rencontré 5 minutes, tu vois, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Dans cet arc, on rencontre aussi et on fait connaissance avec Zazie, prénom avec lequel j'ai eu beaucoup de mal pendant très longtemps, rapport à la chanteuse. Et au début de cet arc, elle fait un petit discours sur ce que c'est être un guerrier. Elle est nulle, sa définition. Non, attends, je vais la lire. D'accord. Pour Zazie, un guerrier, c'est celui qui fait serment de fidélité à son maître. Moi, j'ai fait serment de fidélité à sa majesté Limeila. Mais ce maître n'est pas nécessairement une personne physique. Cela peut être une valeur qu'on tient en plus haute estime. Ses propres désirs ou sa propre vie aussi peut être son maître. Ce qui compte, c'est une motivation sans faille pour ne jamais flancher au moment de risquer sa vie. Celui qui s'impose ses propres règles et les respecte en se battant jusqu'à son dernier souffle. Voilà le vrai guerrier cagnard. Tu es un chien donc. Bravo, tu as défini le chien. Un chien de garde. Bon, arrêtons-nous un peu sur Zazie. Qu'est-ce que vous en pensez à ce moment-là de ce personnage ? Putain de gros kiff sur ce perso. Je sais pas si vous avez remarqué les gars, mais quand on prend le métro, non, la partie où elle arrive quand ils sont dans l'espace, qu'elle met un coup de couteau justement à côté de Gali, c'est du, et dans la main de c'est du Sin City. Il a dessiné du Sin City, c'est-à-dire que t'as un gros aplat de noir, elle a les demi-yeux comme dans Sin City, pas du tout les yeux manga, et c'est ouf parce que dès qu'elle arrive, en fait, j'ai l'impression que Kishiro il aime bien en faire des hommages. Dans Gun, on en trouvait beaucoup. Là, j'en ai trouvé moins. Mais là, putain, mon cœur il a fait un petit bond, tu vois. J'ai fait oh putain, il y a Frank Miller qui a dessiné une page. Ah bah non, c'est pas possible. Donc, ok, c'est Kishiro qui a vraiment recopié. C'est un bel hommage en plus. Quand tu la vois, tu te dis ça pourrait être complètement un personnage tiré du comic Sin City qui vient du quartier des prostituées, qui sait se battre. Elle pourrait vraiment faire partie de ces persos. Et au final, le colonel, pour moi, c'est quasi comme un truc de Sin City aussi. Il a quasi cette aura, tu vois, de personnage nazi méchant de Frank Miller, quoi. Robin. Bah moi, Zazie, j'avoue, j'adore ce perso, c'est un de mes persos préférés de Last Order. J'adore le fait que ce soit une super militaire, tu vois, genre justement, c'est dans la définition que t'as donnée, elle est prête à tout pour défendre son idée, la personne qu'elle a choisi de défendre et tout. Mais surtout, j'adore le fait que ce soit une militaire et qu'elle utilise des skills d'armes à feu, tu vois, et c'est pas une énième karatéka qui va se battre avec des techniques il arrive, le karatéka. Et des prises et tout. Et je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien que ce soit une experte des guns et que du coup, bah tout son savoir, il est là-dedans, il est dans la tactique, il est dans comment on utilise certains types de munitions, comment on s'en sert stratégiquement pour affronter son adversaire. Tout ça, ça apporte une dimension qu'on n'avait pas nécessairement dans Gun jusqu'à là. Et puis je trouve que ouais, après son style avec son chapeau, son espèce de radicalité, tu sais, elle est hyper mutique et quand elle fait un truc, c'est en gros, elle va à donf dans ce qu'elle fait. Enfin, j'aimais trop ce perso, je voulais trop qu'elle rejoigne l'équipe, quoi. C'était... Ah ouais, oui. Vraiment, sans spoiler, moi j'étais persuadé qu'elle allait rejoindre l'équipe. C'était la 5e et le tournoi commence. Et en plus, elle est pas là. Elles se font une vraie bromance avec Gali. Ouais, quoi, carrément. Dans le Flag Fighter, comment elles y vont, elles etc. Font un Thelma et Louise sur. Elle décide d'aller sauver tous les orphelins. Mais en plus, et même le fait que la princesse Limeila aligne la thune pour sauver les orphelins. Ouais. Et qu'en fait ils sont tous morts, mais c'est horrible. Oui, c'est vrai que ce début là, ça démarre fort. Hein. Sur le sauvetage d'enfants, votre score est de -2. C'est ça. Non mais c'est fou. Et ce combat de flag de drapeau se termine par la rencontre avec Toji, avec les karatékas, Robin. Le karatéka. T'en parlais il y a 2 secondes. Le karatéka spatial. Pour moi, Toji, quand je le vois arriver, genre bon, il y a ces espèces de sbires, mais ils sont pas ils sont pas très importants parce que. Mais d'ailleurs, il est karatéka, alors que je trouvais plutôt une carrure de judoka moi quand je l'ai vu arriver. Oui, mais c'est vrai qu'il est spécialisé en karaté et je trouve que il a pas de manche. Quand tu le vois arriver, il forme une espèce d'absolu Kishiro-esque, quoi. C'est la bagarre plus la hard SF et les explications scientifiques compliquées pour expliquer les prises et tout. Plus Goldorak. Oui, avec un peu une gueule de Goldorak. Mais du coup, c'est vrai que je le voyais vraiment comme une espèce d'opposant fort à Gali à ce moment-là dans l'histoire. Et donc bon, après il y a son combat dont on parlera juste après, mais je sais pas si finalement au début il comptait être si important pour Kishiro ou si c'est finalement en le dessinant qu'il s'est dit en fait ce perso il est cool, j'aimerais bien le remettre plus tard et tout. Et, il lui donne rendez-vous, il lui dit clairement rendez-vous aux autres. Mais du coup, pour en revenir à Zazie, c'est aussi grâce à Zazie qu'elle le rencontre. Qu'elle le rencontre, ouais, complètement, puisque sans Zazie, sans les orphelins et sans la rencontre avec le petit garçon qu'elle retrouve qui avait le nounours de la reine, c'est vrai. De la princesse, elle aurait tout ne serait pas arrivé, tout est relié. C'est ça. Mais tu sais, c'est là tu te rends compte que c'est vraiment chirurgical, quoi, qu'il y a des trucs qu'il a pas totalement inventé en mode
j'improvise, allez hop là. Mais c'est marrant parce que quand tu rencontres Toji, comme je disais, avec ces espèces de sbires, il y a le mec, l'espèce d'homme oiseau, enfin d'homme chouette ou je sais pas quoi, et le bousier là, le karatéka bousier. Le bousier, c'est trop stylé. Il fait des boules. C'est trop stylé. Mais tu sens que Toji il est à part quoi. Tu sais, il y a les trois, tu dis bon, les deux autres c'est des sbires, ils vont vite dégager quoi. Et lui par contre, le gros balèze là, il va. Puis il le dit lui-même, hein, il le dit, ceux-là ils servaient pas à grand chose. Il est un peu ridicule. Tu vois, d'un point de vue graphisme, surtout quand tu vois ces autres. Quand tu vois Zeka plus tard, quoi. Oui. Il est un peu ridicule, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de penser à Ryu parce que tu sais, il a le kimono avec les manches détachées quand même. Ça. Et donc, je vois un Ryu Goldorak. Moi, j'ai toujours eu du mal à l'identifier comme un personnage sérieux pour Gali, tu vois, mais c'est le cas. Hein, mais même parce que Kishiro lui-même le tourne un petit peu en ridicule assez régulièrement. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, il est conscient de ce qu'il fait, Kishiro. Plus tard, quand il lui donne quand il nous dévoile son background, on se rend compte que faut peut-être aussi le prendre un peu au sérieux. Ah oui, voilà. Oui, c'est clair. Ah bah attends, il va rester jusqu'au Il a choisi bout, sa voix, quoi. Il a choisi sa voix et ça, c'est fou. La voix absolue. D'ailleurs, son combat avec Toji à ce moment-là, ça symbolise un peu la fin du Gun qu'on connaît et de la Gali qu'on connaît. C'est à partir de ce moment-là où elle va totalement tout remettre en question et elle va presque arrêter de se battre, quoi. Enfin, ça met fin à quelque chose, ce combat. C'est la fin de cet arc. Je trouve que c'est comme si l'auteur disait voilà, c'est bon. Vous avez cru que j'étais passé à Last Order, vous avez cru que j'étais dans l'espace. Oui, soit. Mais ça y est, là c'est le vrai début de Last Order. Troisième départ. Ouais, et puis c'est aussi parce que c'est le moment. En fait, Gali, elle considère qu'elle a perdu contre Toji. C'est que. Oui, en fait, c'est grâce à Zazie qu'elle le bat. Et c'est vraiment. Elle a perdu dans un affrontement physique contre quelqu'un. À la limite, elle avait perdu contre Mbadi avant, mais c'était. Tout le monde perd. Sa technique Mbadi ne pouvait pas l'aider pour le battre. Là, c'est vraiment en combat pur. Elle a perdu contre un adversaire. Donc, du coup, c'est sûr que ça la remet vachement en question, quoi. Et j'ai vraiment l'impression d'un nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est la suite. Bah, disons que c'est le début du Zod, quoi. C'est le premier cas de conscience de Gali. Elle va en avoir beaucoup dans la série. Donc là c'est un peu le premier genre elle prend conscience de son statut et comme tu dis du coup quelque part c'est peut-être on passe à la vitesse supérieure maintenant, on arrive au tournoi en fait ce que je vous ai promis depuis le tome 1 parce qu'il parle du tome 1 il parle du tournoi très tôt et en fait pour moi c'est un manga qui est très maîtrisé comme tu dis mais qui va dans tous les sens. Parce que techniquement d'ailleurs cette chasse au drapeau là elle arrive comme ça tu vois c'est oui mais genre ça peut être un petit peu dans le côté impro mais encore c'est cette chasse au drapeau qui nous fait rencontrer Toji et le Colonel Payne. Mais même en étant footrack tu peux être très bien. Je me souviens que Renaud Lemaire nous l'avait dit dans l'émission sur Dreamland que des fois il improvise des trucs et qui fonctionnent très bien. Là j'ai l'impression que Kishiro il se permet des virages mais qui tombent très juste en fait à chaque fois. Et là c'est enfin le début du tournoi. Le Zot, c'est les chapitres 25 à 34. On commence par un premier combat contre une équipe qui s'appelle le Gun Troll. J'adore le nom de leur équipe. Gun Troll. Je trouve que ça non mais je m'en souviendrai toujours. Tu vois, autant ensuite le Starship Cult, je vais l'oublier. Autant le Gun Troll, c'est toujours resté en tête pour moi. Ils sont plus stylés aussi. Ouais, c'est sûr. Donc ce sont les chapitres 25 à 34. C'est le début donc du Zot. C'est la rencontre d'une première équipe adverse, des règles de l'arène. C'est la mise en place du plan pour sauver Lou. On rencontre aussi un personnage mystérieux, Kaerulea. Faut s'appliquer pour le dire. Et puis donc c'est le début du Zot. Alors le Zot c'est le tournoi de Gun Last Order, puisqu'en fait ce manga c'est quand même un tournoi pendant tout le long. Bah oui, tu disais les chapitres 25 à 34 mais en fait le Gun Troll hein, c'est 25 à 34, le tournoi c'est jusqu'à la fin. Premier tour. Ouais, premier tour. Zot c'est quoi? C'est Zenith of Things Tournament. Selon la rumeur il s'agissait au départ d'expérience publique visant à mesurer les capacités de réaction de l'élite des soldats face à des robots de combat. Puis finalement, c'est devenu un tournoi de combat. C'est comme l'examen de ninja dans Naruto. Au final, chaque pays envoie ses ninjas les meilleurs, quoi. Et là, c'est la même chose, vu qu'il disait qu'il avait une forte importance diplomatique. Ce tournoi. C'est totalement devenu diplomatique, puisque le gagnant est censé remporter un État indépendant, un pays. Voilà. Ok. C'est cool quand même. Qu'est-ce qu'elle veut foutre de ça, moi? Moi, je ferais plein de trucs, tu vois. Je ferais le pays du manga, tu vois. Ouais, il y a que le manga qui est autorisé. Ouais, enfin dans Gun. Ouais, ça marche moins bien évidemment. Mais évidemment, comme personne d'autre que ceux de Vénus ou de Jupiter gagne, bah du coup personne ne gagne d'état. Bah non, depuis le début. Et le règlement est assez simple, c'est du combat par élimination d'équipe de 5. C'est assez rare dans le manga les tournois par équipe de 5. Yu Yu Hakusho. Ouais.
Exactement. La liberté est laissée, mais on sait d'où il a eu cette idée. C'est pas vrai. La liberté est laissée à chacun des membres d'une équipe d'entrée ou de se retirer à volonté dans un combat. Donc, en gros, ça peut être, on fait ce qu'on veut. Ouais, mais tu sens quand même que c'est un tournoi. Attends, c'est pas fini. Toutes les armes sont autorisées dans la limite d'un poids de munitions et d'explosifs ne dépassant pas les 5% du poids total des membres d'une équipe. Vu qu'on connaît pas le poids. Soit, mais à chaque fois, ils trouvent des moyens de passer outre cette règle. Parce qu'avec les nanomachines, en fait, tu peux créer des trucs qui n'étaient pas là au début, mais qui vont se créer. Et il suffit avec les cellules de recomposer des munitions par rapport à l'énergie ambiante qui est dégagée par la force des frappes de chacun. On peut recomposer des munitions, donc ça aide aussi. Les candidats doivent mesurer entre 5 cm et 50 mètres. Merci Toji. Et peser moins de 500 tonnes. Très important. Toji, il était. Au départ. Attention. Oui. Au départ. Bah oui, parce que tu peux grossir. C'est ça. Si tes nanomachines te permettent de grossir. Voilà, c'est comme ça. Être vivant, robots et cyborgs sont autorisés. Les robots doivent cependant être autonomes. Leur commande à distance hors de l'arène est prohibée. Donc on peut pas envoyer un robot télécommandé. Pas d'Iron Man. Exactement. Il est dans l'armure, Iron Man. Oui, mais il peut la diriger à distance. Il peut tout faire. Chaque match est limité à 60 minutes. L'issue du combat est décidée par l'élimination des capacités de combat de l'adversaire ou sa capitulation. Autrement dit, la mort bien souvent. C'est vague, c'est vague. Le chaos technique, il est vague. Et tant que les points précédents sont respectés, aucune limite n'est imposée aux actions des participants. Aucune sanction ne sera prise en cas d'homicide involontaire d'un participant. Bon bah voilà que le combat commence. Ouais. Tu peux même tuer des gens dans le public après. Oui, ça va. Comment tu l'as senti toi ce début de tournoi, Robin? Bah là on est vraiment au début du tournoi qui va courir sur l'ensemble du manga. Pour moi la vraie mécanique de Lost Order elle est posée, c'est ça va être de la baston et Gali elle va apprendre des autres et aussi sur elle-même en les affrontant. Pour moi c'est le moment où Gun devient un shonen quoi en gros. Bah après ouais c'est combat mais en même temps il y a le fil rouge qui se met en place. Oui. C'est-à-dire qu'ils se servent du tournoi pour pouvoir mettre en place le fameux plan, l'opération pour sauver Lou, qui va connaître donc un élément déclencheur à la fin de cet arc avec la récupération de la clé, la Fata Morgana, la Fée Morgane. Ouais. En clé USB. Donc c'est combat mais malgré tout ça permet de déployer tout le fil rouge quoi. Ouais mais je trouve, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais je trouve que finalement la quête du cerveau de Lou on l'oublie un petit peu quoi au final, avec la bagarre et tout. Mais je sais pas, pour moi je reste centré sur ce que je disais au début, le fait de remplir la coquille vide de Gali et finalement c'est pas, enfin moi honnêtement la quête de Lou je l'ai zappé, et même quand c'était plus ou moins bon, ça on en parlera plus tard, mais quand ça se résout je sais pas, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que je disais ça par rapport au personnage de Gali, c'est-à-dire que là arrivé à ce niveau là il faut quand même un certain équilibre pour arriver entre tournois. Enfin ça arrive souvent que dans les tournois tu sais il y a un axe narratif parallèle, le tournoi a un objectif et les héros ont une autre mission en parallèle, mais là au final moi c'est vrai que j'étais plus intéressé par le tournoi que par le sauvetage de Lou, qui est parce que en fait je pense que ce qui fait que Robin tu penses comme ça et que moi aussi, c'est que l'enjeu ne nous paraît pas ouf. Tu vois, l'enjeu de sauver Lou. Vous aimiez pas Lou avant déjà? C'est un personnage qui m'a pas trop marqué. Du coup, le fait de la retrouver, je suis pas excité à cette idée-là. Tu vois. Moi, il y a le fait que en fait, la quête du cerveau de Lou, elle va du coup rejoindre d'autres enjeux qui sont effectivement le combat contre Mbadi, contre la société de contrôle, contre Melchizedek et comment tu utilises cette machine et tout ça. Donc tout ça, en fait, finalement, me semble beaucoup plus important que le fait de récupérer le cerveau de quelqu'un. Tu vois. Et puis, c'est à travers ce combat qu'elle rencontre Kaeru Sanguis. On va l'appeler Sanguis si tu veux. Comment tu l'as trouvé toi, Robin? Alors pour le coup c'est l'affrontement contre le Gun Troll, ça nous permet de rencontrer plein de nouveaux personnages, puisque c'est le principe du manga de tournoi, du tournoi de manga, c'est que tu tapes des nouveaux persos qui arrivent, mais du coup il y a cette fameuse Kaeru là qui est la leaduse de l'équipe du Gun Troll, et elle en impose de ouf quoi. Elle est hyper charismatique, tu sens déjà dans son design que elle a un passé, elle a une importance quoi. Tout de suite elle est mise en scène comme quelqu'un qui va être important, et je sais pas si c'est un hasard, mais c'est encore une femme quoi. Genre en gros après Zazie on a un nouveau personnage féminin qui est très fort et qui arrive, qui impose, et qui en plus tu vois n'a pas des traits de caractère spécifiquement féminins. C'est une guerrière aussi quoi. Elle est franchement elle est trop badass quoi. Et elle est presque immortelle aussi. Oui, on peut dire. Ça facilite toujours. D'ailleurs on va le répéter, mais que ça soit son design à elle qui est très mystérieux. Ouais.
Je trouve qu'il arrive à donner un aspect mystérieux en faisant cette femme blonde. Un peu russe. Un peu russe, un peu rustre à la fois. Oh là là. Non, mais c'est vrai qu'au début, elle est rustre et distinguée, c'est-à-dire qu'elle peut se battre, elle peut côtoyer Mbadi et être dans les hautes sphères, mais en même temps, et puis rien Mbadi, en avoir à foutre, quoi. Mbadi, il est un peu en panique devant elle. Quand même. Il est pas très à l'aise. Je disais, lui, il a le pouvoir mental et elle, tu sens qu'elle a le pouvoir physique, quoi. C'est qu'en gros, il sait bien qu'en cas d'affrontement, ça va être la merde pour lui, quoi. Mais d'ailleurs, là, tu disais qu'on découvrait énormément de personnages et que c'est le but des tournois, et on découvre énormément de chara-design de ouf. Bah oui. On voit de la référence, on voit de l'hommage. Le mec du Gun Troll, il est limite en Optimus Prime. Oui. Ah bah oui, complètement. Mais oui, tu vois, pour moi, c'est Transformers, quoi. Le gars qui envoie des coups de poing là, automatiques. Ah oui, le mec qui jette des cargos, enfin des cargaisons et tout, ou l'autre. Attends. Celui qui est en robot. Ouais, qui est en robot, il a ses lampes en épée, avec des lunettes. Oui, ok. Ah, c'était pas un vieux, moi je crois que c'était un vieux. Non, il y a un vieux au début qui tourne sur lui-même, qui fait la toupie et tout, qui est pas mal aussi d'ailleurs. Et lui aussi d'ailleurs qui a une espèce de vision du guerrier, enfin c'est comme tu disais, ça revient assez régulièrement et tout. Et il y a le fameux jeune qui est le fils d'une légende des tu sais, en plus c'est des dockers en fait. Le mec c'est un super docker, quoi. C'est un mec qui envoie des conteneurs sur les vaisseaux et tout. Enfin, rien que ça c'est des idées de ma boule, quoi. C'est trop bien. Le mec qui vit sur la lune et qui, tu sais, son métier c'est d'envoyer à puissance super vitesse des conteneurs. C'est un ouvrier du futur. Mais ouais, c'est un ouvrier du futur, mais en même temps du coup bah oui, ça fait un guerrier de ouf parce qu'il met des patates de bâtard et tout. Enfin, je trouve ça c'est des idées. Puis même tout le truc autour du Gun Troll, tu vois, le fait de vouloir faire une nation pour les orphelins de ce monde, puisque on l'a pas dit, mais en fait il y a plus de naissance dans ce monde-là. Oui, c'est vrai. Donc forcément quand il y en a, ça fout la merde. Donc on veut pas des nouveaux. Il y a 2-3 mecs qui aimeraient bien taper un croc dedans quand je les vois passer. Et on profite de cet arc parce que c'est le seul où on va voir Gali combattre avant longtemps en fait. Oui, c'est vrai. Voilà, je veux pas avancer trop si vous êtes qu'à ce moment-là dans la lecture, mais profitez-en. Ouais. Profitez bien du combat de Gali à ce moment-là. Ouais, après si vous aimez la voir se bagarrer, elle va se bagarrer on va la voir encore. Se bagarrer, oui, évidemment. En tout cas, depuis le début, donc on découvre un monde, on découvre une galaxie, on découvre des planètes, on découvre d'autres habitants, et dans ce monde-là, la vie humaine donc a plus aucune limite. C'est pour ça que la natalité est un gros problème, puisqu'ils sont tous immortels. C'est une superbe dystopie, quoi, avec tout ce problème des orphelins, avec ce monde-là. La natalité. Ouais, mais j'en reviens encore à mon point de tout à l'heure, c'est pire que la décharge. C'est pire que Kuzetsu finalement. Bah en fait on est pour moi dans une espèce d'empire qui a atteint son espèce d'apogée, parce qu'effectivement l'immortalité c'est l'espèce de quête ultime, et là maintenant en fait tous les habitants de cet empire sont devenus immortels. Du coup les naissances sont même plus nécessaires. Donc il n'y a plus besoin de naissance, puisqu'en fait on peut continuer à vivre éternellement, et en fait du coup bah on est sur un empire qui a son apogée et qui donc mathématiquement est en décadence. Et en fait comme tous les empires à l'apogée, là on est dans une période décadente, et donc du coup bah oui ça provoque plein de trucs, les combats sur le Léviathan, le Zod qui est une espèce de truc, c'est les gladiateurs quoi, en gros on se fait tellement chier parce qu'on est à son apogée qu'on est obligé de regarder des mecs s'entretuer, tu vois. Et on va en arriver peu à peu au Last Order, dont on parlera tout à l'heure. La suite ces problèmes de natalité on les voit, enfin d'orphelins en tout cas, on les voit aussi avec le Starship Cult qui est l'arc suivant. Le Starship Cult c'est donc le deuxième combat du tournoi, c'est une autre équipe, ce sont les chapitres 35 à 43. Là aussi c'est assez long parce qu'en fait en même temps que le combat on voit Gali faire d'autres choses. Gali donc lâche l'affaire, elle se bat plus, elle met à exécution le plan pour aller récupérer Lou. Donc là ils sont en place, on est en mode Ocean's 11, on y va. Bon on est deux mais on est deux, Ocean's 2. Elle part à la rencontre de son passé, de la Yoko qu'elle était avant d'atterrir sur Terre. Elle est stylée cette phase. Ouais, vraiment, et on va même comprendre comment elle est arrivée sur Terre. Et là t'as de la super baston de Yoko. Ouais. Gali, mais moi j'attendais tellement de savoir comment elle est arrivée sur Terre que alors le jour où j'ai lu, j'ai fait enfin cette réponse, je l'ai, je l'attendais tellement. Il te donne la réponse. Mais oui, c'est ça. Comment tu l'as trouvé toi, Robin, cet arc, ce combat et cette partie-là? Bah alors la partie combat contre le Starship Cult en elle-même, je trouve que c'est une partie assez mineure dans Last Order, parce que déjà juste avant on a eu un tour contre justement une équipe comme on disait de persos ultra badass, ultra charismatiques et tout, et là le Starship Cult, bon ils sont intéressants tu vois les persos, mais je sais pas, il y a un truc qui fonctionne moins bien sur le fait que c'est une équipe qui
qui se bat avec la puissance mentale, tu vois, le contrôle, l'hypnose et tout, c'est un truc, je sais pas, je trouve moins intéressant dans un registre SF, tu vois, en termes de combat. Mais ce que j'aime bien dans cet affrontement, c'est que c'est un affrontement qui donne la part belle à Zex, je sais pas comment on prononce. Alors à l'allemande, on va essayer de la prononcer à l'allemande. J'ai fait espagnol LV2. Qui a été sauvé pour le coup comme perso, parce que quand il devient petit et qu'il devient commentateur, j'étais là, Puck, ça va? Qu'est-ce que t'es venu faire dans Gun, Puck? C'est chiant là ce que tu fais. Heureusement qu'il revient à la normale. Il a été rattrapé, même justement à partir de ce moment-là, ça devient le début de l'ère de Zex, quoi. C'est-à-dire que son arc, lui, là on le voit vraiment se battre pour de vrai, quoi. Moi j'y ai vraiment cru que ça allait devenir le Puck de l'histoire quand il fait le commentateur à côté et tout. C'est nul. Professeur Zex. Ouais, professeur. Mais là c'est cool, c'est vrai que dans celui-là c'est cool qu'il revienne en mode bien badass. C'est surtout, puis moi en plus j'aime vraiment bien ce perso parce que il incarne vraiment, je parlais de Gun qui est devenu un shonen et je trouve que Zex il incarne vraiment cette tonalité très shonen, c'est un pur perso Neketsu, quoi. Le mec il est tout le temps vénère, il veut tout le temps se battre, il veut tout le temps prouver qu'il est plus fort et tout Mais parce qu'il a 3 ans. Et oui, parce que c'est un enfant et c'est comme Tiali dans Gun. Il refait le même et puis trajet. même, je trouve qu'il y a un truc vachement intéressant dans le perso de Zex finalement, c'est qu'il change de sexe, quoi. C'est que à la base c'est une copie, à la base c'est un tune de Gali, le numéro 6, Zex en allemand, qui finalement en fait quand il change de corps et qu'il passe au corps je sais plus comment, Fitzroy là, il prend une apparence masculine, donc ça donne un peu aussi le change aussi, ça permet d'avoir un personnage c'est un combattant masculin dans l'équipe aussi, quoi. Moi j'adore le moment où Zex devient un vrai combattant, parce que du coup on va avoir une vraie team entre les deux inutiles, Gali et Zex. Je me dis on va enfin peut-être avoir un truc un peu cool. Putain, mais c'est vrai que ça a dû équilibrer pour le coup, parce qu'il y avait pas de mecs. Il y avait pas de mecs du tout. Exactement. Mais en revanche le combat en lui-même, c'est mon petit point négatif de la Starter. Oui, c'est pas. Voilà, j'ai du mal à savoir si j'ai vraiment besoin du flashback du clown. Mais alors honnêtement, moi il m'a perdu. Il m'a perdu ce truc du flashback. L'histoire de Foufon, est-ce que j'en avais vraiment besoin? Non. Je suis pas sûr non plus. Je comprends la volonté, je comprends l'envie, tu vois, mais on va dire zéro intérêt, tu vois. En fait, je pense que c'est lié un peu au péché mignon de Kishiro, qui est lié à ce qu'on disait au début sur le fait qu'ils veulent un peu mettre de la hard SF partout. En fait, c'est un passionné de science, mais de toutes les sciences, je pense que ça se voit, quoi. Et là, je sais pas, il a voulu se dire, il s'est intéressé à la parapsychologie, il s'est dit, vas-y, je vais faire une équipe qui est basée sur cette théorie scientifique-là. Mais c'est vrai qu'au final, à part des images sympas, genre quand la meuf se tire une tête dans la Elfus Wolf se tire une balle dans la tête, c'est assez marrant, et l'espèce de pyramide avec le culte et tout ça, c'est sympa graphiquement. Après, est-ce que vraiment, que je te rejoins Max, est-ce que ça a un intérêt dans l'histoire de Last Order? Je suis pas certain. Zex qui sauve la fille à la limite, tu vois, ça lui donne ça c'est bien, ça c'était bien, ça marchait. Mais voilà, puis le côté hommage, toi, oui, c'est ça, ça se voit que Foufon, comme Griffith dans Berserk, c'est une référence à Phantom of the Paradise, le film de Brian De Palma. Ça se voit dans son casque et tout, donc là je pense que c'est, allez, Kishiro il s'est fait un petit plaisir, je vais mettre ça, je vais mettre puis mettre en scène ces espèces de scènes un peu plus fantastiques, fantasmagoriques que purement SF, c'est peut-être ça qui... Et si vous êtes comme moi, c'est-à-dire qu'au moment de la relecture vous saviez ce qui allait arriver après, moi ça m'a mis un peu des feelings bizarres, genre le flashback commence, c'est qui, de quoi non, c'est pas ça, non. Non, justement, c'est pas parce que en parallèle du combat, et heureusement qu'en parallèle du combat il y a autre chose, on va continuer de suivre Gali qui court après Yoko. Ça c'est énorme. Le passage en lui-même, il est vraiment excellent. On obtient enfin toutes les réponses sur son passé, comment elle s'est retrouvée sur Terre, pourquoi, suite à quoi, enfin on a toutes les réponses là. Le truc de puissance, je trouve qu'il est vachement bien géré, c'est-à-dire que tu sais, elle voit Yoko, elle dit j'ai jamais vu quelqu'un se battre comme ça, c'est une danseuse, c'est de l'art. Et après quand elle tombe sur son compatriote, en gros il t'explique que Gali elle est pétée, tu vois, tous les. Mais là on arrive à un climax justement, la rencontre avec cet autre pratiquant du Panzerkunst de son passé. Là je trouve que c'est un climax vraiment dans le bouquin, et heureusement qu'il est là dans cet arc là pour sauver l'arc. C'est vrai. Et puis parce que cet affrontement il est cool enfin honnêtement, et puis ça nous permet d'en apprendre vachement plus sur le Panzerkunst, et notamment le fait que c'est un pur art martial militaire qui est vraiment utilisé comme un truc pour combattre d'un point de vue militaire, parce que même ils utilisent des armements, des espèces d'équipements, il a des petites bombes dans ses doigts, il fait claquer ses doigts pour faire péter des bombes et tout, donc il y a vraiment un truc de le Panzerkunst, c'était pas qu'un art martial, c'est pas le karaté cosmique de
de Toji, c'est vraiment un art martial qui a une utilité, qui a un militaire, but tactique, stratégique et qui est utilisé vraiment pour des objectifs. Du Krav Maga un peu, tu vois. Enfin, Krav Maga, il n'y a pas le truc des armes spécialement, non, mais tu sens que ça fait partie. Non, mais il y a un peu ce truc de, tu sais, c'est aussi un art martial qui repose sur des espèces de clés, de force de l'adversaire que tu utilises contre lui et tout ça. Donc il y a vraiment cette dimension-là qui est. Mais je serais vraiment curieux de savoir à quel point il a étudié énormément d'arts martiaux différents pour développer tous les arts martiaux dont il parle dans Last Order. Parce que il va chercher des arts martiaux chinois dont j'ai jamais entendu parler. Bah ça, c'est dans le même suivant dans les dans les Konya, il va chercher pour Kairu Lea un art martial chinois dont j'ai jamais entendu parler. Enfin, c'est quand même un truc de c'est fou assez pour lui. vertigineux. Et puis surtout avec ce combat contre ce mec qui finit mal d'ailleurs pour lui, c'est là qu'on apprend que Gali c'était pas juste une simple militaire de la classe. Tu vois là, non, mais on se disait que c'était une militaire, tu vois, qu'elle était dans l'armée, qu'elle allait tomber comme ça au milieu d'autres soldats, tu vois. C'est aussi, elle était un peu activiste. Elle était dans un groupe d'activistes. En fait, elle avait déjà commencé à se rebeller quelque part. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça important finalement dans la manière dont tu peux appréhender Gunm après. Si tu relis Gunm après Last Order, tu réappréhendes aussi le personnage de Gali différemment. C'est vrai que si tu prends ça en phase et que tu repars de Gunm tout court, tu vois que mine de rien, c'est un des trucs qui personnifie Gali pas mal, c'est qu'elle est contre l'ordre établi souvent. Même quitte à faire partie de l'ordre établi, comme quand elle bosse pour Zalem par exemple, finalement elle a toujours ce truc assez révolutionnaire, comme tu dis, activiste, contre l'ordre établi et plus moral, plus humain quoi. Et c'est rassurant de savoir qu'elle l'avait dès le début. Enfin, tu sais qu'elle l'avait avant, quoi. Bah ça l'a encore fait questionner. C'est bien la merde. Heureusement, Colonel Payne est là, monsieur psychologue nazi, pour aider à résoudre les problèmes. Et puis à la fin, on quitte Gali. Pendant 12 chapitres, on quitte Gali pour aller voir les vampires pendant 12 chapitres. Quoi? Les quoi, pardon? Chapitre 44 à 55. On tombe sur l'arc les Konya, autrement appelés les vampires. Gali rentre dans la mémoire de tout, et dans cet arc, on part à l'origine du monde et de Gunm qu'on connaît. La création de la décharge, la création de Zalem, la création de Jeru. Là, on nous donne tout, et on nous donne tout ça à travers une bande de vampires. C'est un truc de fou. Ouais, bah en fait cet arc c'est un peu aussi la découverte, je parlais en introduction du hors-champ de Zalem. C'est quoi Zalem? Un espèce de hors-champ spatial, et là on est sur la découverte d'un nouveau hors-champ qui est un hors-champ temporel, qui est le passé et qui est effectivement comment le monde de Gunm est devenu le monde de Gunm en fait. Et là on est reparti pour une espèce de grande fresque où on va nous raconter de A à Z effectivement comment ce monde est devenu tel qu'il est quoi. Moi je me suis dit au début, pourquoi les vampires? C'est ce qu'il y a une raison, tu vois, tu fais pas les choses sans raison, genre je viens de me lever. Mais si je mettais des vampires dans ma série, je crois pas. Je me suis dit il y a une vraie raison, et en fait je me suis dit que comme on est dans un monde où tout le monde est devenu immortel, dans la culture populaire, si on veut sans passer trop de temps introduire des personnages eux aussi immortels, mais dans le passé sur la Terre qu'on connaît, quelles étaient les solutions? Bah c'était mettre des vampires. Oui, je le vois un peu comme ça, tu vois. Puis c'est la figure mythologique immortelle par excellence pour le coup. C'est la créature qui peut tenir le coup à travers les âges et tout nous raconter. C'est ça, parce qu'il te fallait forcément quelqu'un, un témoin pour parler de ça, et c'est le personnage de Kairula qui s'appelle donc Vilma dans cet arc-là. Kairulea, qui s'appelle Vilma, c'est plus simple dans cet arc. Je pense que c'est peut-être l'auteur qui s'est dit allez, je vais lui faire changer de nom parce qu'il est trop galère. Et du coup, effectivement, comme tu dis, si tu veux avoir un témoin qui ait eu la capacité de vivre ça et d'être toujours présent aujourd'hui pour nous en parler, il faut un personnage immortel, et l'immortalité c'est les vampires. Mais il y a un truc qui est marrant, c'est qu'il a quand même essayé d'expliquer scientifiquement comment on devient un vampire. C'est effectivement une espèce de virus comme c'est des X-Men, dans Resident Evil, le virus qui transforme les gens en zombies, tu vois. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'il il change un petit peu, il bouge un tout petit peu le curseur en te disant mes vampires à moi, c'est pas les vampires que vous connaissez, il y a quand même des différences. C'est un truc biologique. Voilà, il a même fait une page interchapitre en disant les vampires qu'on connaît, voilà, c'est ça. Les vampires qu'on croit connaître et les vampires. Et les vrais vampires du virus V. Voilà. Et donc c'est assez marrant. Cagnard, comment tu l'as trouvé toi cet arc? Est-ce que tu as aimé ce retour sur Terre? Bah ouais, grave, en fait moi les Konya c'est l'arc que je préfère parce qu'en fait il revient sur le background de Gun. Alors pas le personnage de Gali, mais vraiment de l'univers, et je trouve ça assez dingue. On arrête l'action de manière assez étrange, on est quand même en plein tournoi, on est là à cet instant précis, tu viens déjà d'avoir énormément d'informations sur Gali, sur le passé de Gali, et c'est comme s'il s'arrêtait d'un coup et il disait ah au fait je vous ai pas dit.
En fait, on est sur Terre. Et tu sais, moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis vraiment mangé un gros splash, tu vois, genre, ah bon, c'est sur Terre que ça se passe, Gun? Je m'étais même jamais posé la question. Et c'est rare de revenir sur un flashback depuis aussi longtemps pour reprendre tout depuis le début. Et je trouve ça assez génial. C'est une question qu'on ne posait pas. Il a décidé de répondre à une question qu'on ne se posait pas. Genre, au fait, est-ce que vous saviez que c'est notre futur, ça? Et je trouve ça assez génial. C'est vraiment mon arc préféré. Alors que, bizarrement, c'est celui où Gali n'est pas. Bah moi c'est marrant parce que la première fois que j'ai lu Last Order, cet arc je l'avais vraiment trouvé trop bizarre en fait, justement le fait qu'on change de héros, et tout le monde le trouve bizarre en vrai, qu'on passe à Vilma, donc à Iruléa, qu'on a pourtant déjà vu avant mais on a décidé de nous la remettre à ce moment-là, tu sais pas pourquoi, tu vois, et elle était passée dire bonjour, voilà, c'est ça, et par son changement de registre, tu vois, là on est vraiment limite dans le fantastique, l'espèce de bah ouais, avec, même si c'est expliqué scientifiquement, le truc des vampires c'est quand même un registre bizarre, tu vois, c'est pas non plus de la science, tu vois, ultra pointue comme Kishiro a pu nous le dire sur les autres théories qu'il développe. Là, c'est un peu un truc qu'il a inventé, entre guillemets, tu vois. Et donc, limite, la première fois que j'ai lu cet arc, je me suis dit, putain, mais j'ai l'impression qu'en fait, Kishiro, il avait une autre histoire à raconter. Et puis là, il nous l'a mis là, comme une parenthèse entre Last Order. Mais en même temps, là, en le relisant pour l'émission et tout, je rejoins un peu Cagnard. Je trouve que vraiment, cet arc, il est vraiment très très cool. Il y a plein de choses très riches, très intéressantes. Très différentes. Très différentes. Et comme il dit, c'est tout ce qui est le fait qu'on pensait pas que c'était sur Terre. Là tu vois que ouais, ça se passe à New York, machin. Après l'affrontement final contre Byron, c'est sur l'arche Saint-Louis, voilà, parce que j'y suis allé dans cette ville, donc j'ai vu cette fameuse arche. Effectivement elle est très haute, donc je pense que alors elle est pas censée être en métal, parce que là quand elle se brise on dirait de la pierre. Non, c'est du béton. C'est du béton, j'étais sûr qu'elle était en métal. Ouais, mais là c'est peut-être enneigé, tu sais, avec l'hiver nucléaire, tout ça, c'est devenu froid, ça se casse vite. Mais du coup ouais, arc finalement très cool, qui en plus donne des réponses qu'on se posait pas, de questions qu'on se posait pas nécessairement, mais encore une fois tout ça est finalement très cohérent, et je reviens sur mon premier avis qui est en fait que non, cet arc n'est pas si bizarre que ça, il a toute sa place dans la story. Est-ce qu'il est SF cet arc, Kanya? Bah en fait c'est étrange parce qu'on revient à des thématiques beaucoup plus humaines et émotionnelles. Il est plus du tout autant question de hard SF, mais juste d'une belle histoire d'amour. En plus, une histoire d'amour millénaire, et il est question de survie de l'humanité. C'est une parenthèse que je trouve complètement inespérée, tu vois, qui me rappelle un peu le traitement de Gun dans Hunter. Je m'explique. L'univers de Kishiro, en fait, il est tellement logique et il fonctionne tellement bien qu'il est capable de vivre sans Gali, comme Hunter vit sans Gun, là, même si ça nous fait chier, qu'on aimerait bien revoir Gun, mais ça me persuade encore plus que je me dis qu'en fait, Kishiro, il est capable de pointer le projecteur sur le personnage le plus important. Son univers, c'est son univers. Moi, foncièrement, quand je lis Gun, mais que je lis Gun Last Order, je m'intéresse à l'univers qu'il est en train de nous déployer. Et puis là, cette histoire d'amour, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu une, mine de rien. Ça faisait depuis Gun, hein, d'ailleurs. Je crois qu'il n'y avait pas eu une nouvelle histoire d'amour. Je connais pas ces persos, mais je suis à fond avec eux. Les humains, c'est de la sale race. Tu sais, il y a tout. Mais ça, on le savait, tu vois. Oui, mais il y a tout en fait. Et j'ai un peu l'impression. Alors là, je m'évade un peu, je m'élève. Suivez-moi, les enfants. Mais j'ai l'impression que tout est dit dans ce flashback pour expliquer la folie humaine qu'on retrouve dans Gun Last Order. Tout est là en fait, l'origine de la folie. Comment on en arrive à ce que c'est devenu comment on en arrive, quoi. Alors que en fait à la base c'était un truc de survie, c'est-à-dire qu'ils ne cherchaient pas foncièrement à devenir des super humains, tu vois. C'était question de survie parce que l'humanité courait à sa perte. Voilà à quoi menait la folie des hommes. En gros, voilà à quoi a mené la folie des hommes. Bah, c'est Zalem, c'est Gérus, et à travers une intelligence artificielle qui fait office d'oracle. Un ordinateur quantique qui est censé te raconter Enfin, il est pas censé, il te dit le futur, mais ça c'est la même, à quel point c'est conditionné. À partir du moment où tu sais, c'est l'ordinateur quantique qui demande de construire Zalem. Du coup, à partir du moment où t'es conditionné à le faire, du coup, quel est le libre arbitre là-dedans? C'est compliqué, mais sauf que quand tu sais que ça a été écrit il y a 15 piges. Ouais. Et c'est un truc de malade, parce que c'est là, ça arrive maintenant, aujourd'hui, les ordinateurs quantiques, là on est en train de les construire. Oui. Ouais, mais bon, je pense que ça encore, c'était des théories. Vu qu'à mon avis, Kishiro est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans le monde, c'était des théories qui existaient déjà à l'époque et dont il s'était intéressé. Comme Spielberg dans ses films s'intéresse beaucoup à la science théorique. Mais je pense que oui, effectivement, ce truc de l'intelligence artificielle et tout ça, bah, c'est un peu la fin de l'arc des Konya. Et
où en fait on rencontre un personnage en particulier, parce qu'il y a quand même t'as parlé d'univers dans cet arc, mais il y a aussi plein de nouveaux persos aussi dans cet arc qui sont très cool, que ce soit la petite bande de vampires et tout. Enfin, il y a vraiment des mais on personnages. s'attarde pas trop sur la bande. Mais en même temps, ils restent. Ouais, mais il y a un cowboy vampire. Ouais, c'est ça, ils sont incarnés quoi. Les persos, ils ont tous une existence, ils ont tous une force, tu vois. Genre même l'espèce de momie vampire qui meurt comme une merde et tout. Et genre, je me suis attaché à lui, je me suis dit putain, mais. Le mec, ça a beau être un vampire, une espèce de race immortelle, en fait, il en chie, il souffre et tout. Et puis finalement, limite, t'es soulagé pour lui quand il meurt et tout. Enfin, je sais pas, il y a vraiment. Mais c'est l'art du chara-design aussi qui permet d'imposer des personnages à travers des archétypes qu'on connaît tous. Tu connais, qui font appel à des références. Mais chara-design, mais aussi pure affaire de mise en scène, quoi. Je trouve que pour le coup, Kishiro, je le dis souvent, mais il est vraiment très très fort pour incarner des persos à travers une mise en scène. Moi, pour le coup, c'est vraiment l'arc le plus vertigineux que. En fait, j'ai eu l'impression de me manger une balayette, tu vois. Vraiment comme si je tombais en arrière, et tu sais, en tombant en arrière, il m'a fait remonter le temps au fur et à mesure, et genre, quoi ? On en est là, on en est à demain, quoi. Et. Putain, à ma première lecture, mais j'ai trouvé ça fou. Tu sais, c'est la chute quand tu fais des rêves, tu sais, où t'as l'impression de tomber, t'es dans le noir. Ouais, c'est ça. Tu tombes, et. Ok, commençons l'histoire. C'est reparti. Ah putain. Merde. Et à la fin de cet arc, en plus, on découvre le sens de Last Order. Oui. Bah c'est ça, ouais. Il y a en plus, donc non seulement t'as plein d'infos, mais à la fin ça va très 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 vite, et du coup tu découvres effectivement le personnage d'Arthur, qui est le petit-fils du gamin que Vilma a sauvé au début de l'arc. Et en fait tu te rends compte que Arthur a finalement développé cette espèce d'intelligence artificielle, d'ordinateur quantique qui ne l'était même pas à l'époque, parce que c'était des espèces d'assemblages de machines limite steampunk et tout, puis finalement a évolué. En fait Arthur c'est devenu le personnage qui maîtrise cette technologie, et qui en fait du coup est devenu l'espèce de dictateur qui c'est le Mbadi, le premier Mbadi. Exactement. Ouais, et qui va construire Zalem, qui utilise ce pouvoir de prédiction et tout ça pour finalement faire avancer l'humanité. Alors lui, son credo, c'est de la faire aller vers l'espace et tout, et parce que la Terre, si jamais il y a un autre cataclysme, on va être encore, c'est une question hyper actuelle où ils disent mais pourquoi tu veux monter en haut, c'est déjà la merde par terre. Et là moi je pense. Mais il y a un truc très fort, et du coup ça rejoint ce que dit Max, c'est qu'on découvre le concept de Last Order. Enfin, le titre du manga au tome, on est au tome combien là, 6 de la nouvelle édition. On découvre enfin pourquoi ce manga a ce titre-là. C'est qu'en gros, Arthur, qui est donc le mec qui est le garant du contrôle de cet ordinateur, il a créé un artefact qui s'appelle la Fata Morgana, qui est une espèce de clé USB effectivement, qui donne à Vilma. Et il lui dit en gros, dans cette clé, tu as le moyen de désactiver Melchizedek, ou en tout cas de faire tout exploser en gros, quoi. Voilà. De mettre fin à cette civilisation. Et donc en gros, il dit je te donne les clés du Last Order. C'est en gros, je te donne le pouvoir de donner le dernier ordre à Melchizedek, qui est en gros, c'est moi ce que je trouve assez fort, c'est que le dernier ordre du Melchizedek, c'est justement qu'il n'y ait plus d'ordre, quoi. C'est qu'en gros, Melchizedek donne la capacité d'avoir un ordre absolu, ce qui est ce que Mbadi a dans le temps actuel. Et en fait, le pouvoir que donne Arthur à Vilma, qui elle-même le donnera à Gali, c'est je te donne le pouvoir de mettre cet ordre à néant, et qu'en fait, le seul ordre qui existe, c'est le chaos, quoi. Et c'est au final, c'est peut-être le dernier truc humain. Tu vois, c'est-à-dire je te propose un bouton off, je te propose de tout éteindre. Mbadi ferait pas ça. Non, parce que lui c'est peut-être le dernier humain, tu sais, dans le sens conscience humaine. Et c'est ce que Gali avait essayé de faire en tant qu'activiste à l'époque, quand elle était Yoko. Ouais. Elle avait déjà essayé une première fois de provoquer ce Last Order. Putain, je pense à Code Lyoko, ça va pas. Ça va pas du tout. Là. Moi, je pense à Yoko Tsuno. On va passer au dernier arc dont on va parler dans cette émission. On est sur le tome 6 et 7 de la nouvelle édition. On est sur les chapitres 56 à 62. Cet arc s'appelle Supernova. Mais quand on dit Supernova, on parle pas d'étoiles qui explosent. Non, on parle du retour de Nova. Arc qui commence par le chapitre du flanc de l'avenir. C'est comme s'il s'adressait à Robin. C'est à peu près comme s'il s'adressait directement à Robin. On a donc enfin des nouvelles de la décharge et de Zalem. On assiste à une fin pour Pink. La fin, je ne sais pas, mais une fin, oui. Un combat virtuel, très étrange, que j'ai pas compris entièrement. On assiste à l'arrivée de Zeka et au retour surprise donc de Nova Robot.
tu devais être en joie. Nova avec une coupe afro. Non, mais tu sais, quand il y a écrit Supernova, tu sais, je l'imagine dans ma tête et j'imagine une musique disco. Tu sais, il arrive avec sa gouffa. En plus, c'est ça qui est génial, c'est que tu dis c'est le retour de Nova, mais le retour de Nova ne peut pas être un retour comme les autres. C'est-à-dire que quand Nova revient, il est 3 Nova différents et en fait, ils sont même pas d'accord entre eux. Et genre, il y a le Nova qui est pote avec Mbadi, le Nova de Zalem, le Nova portable qui donne des infos et tout. Toujours et donc, avoir un Nova portable donc, qui avant était un Nova vaisseau dans l'espèce de réalité quantique. Et donc c'est un peu à l'image de ce qu'on vient de dire sur le Last Order, où le fait que le dernier ordre c'est le chaos. Au moment où on a dit ça, c'est le moment où Nova décide de revenir et où justement c'est son credo. Nova, lui, il ne croit qu'au chaos, il ne croit qu'au fait que le hasard crée les choses et je trouve ça génial qu'ils reviennent à ce moment-là et puis que il y a tous ces espèces de répliques, ces punchlines incroyables sur le flanc qui sont d'anthologie quoi. Honnêtement, du flanc naît l'avenir, c'est incroyable quoi. Vous trouvez pas que cet arc est quantique? Alors que je sais pas, j'ai utilisé ce mot parce qu'il est beaucoup utilisé. Est-ce que tu peux mettre une note de bas de page? Quantique dans le sens où il est encore moins tangible et évident, dans le sens où on est dans une sorte de réalité virtuelle permanente dans cet arc et qu'on n'est pas sûr de tout comprendre. C'est que t'as fini par accepter cette réalité et du coup tu sais il pousse le curseur encore. Je pense que c'est ça qui te fait te dire ouais non mais attends c'est un peu abusé là quand même, il y a un Nova afro ah oui mais en même temps c'est un truc virtuel donc oui allez-y foncez tu vois. Oui puis il y a le combat Ping versus Mbadi en réalité virtuelle, c'est du Tron mais ça marche bien ce combat, moi je l'aime bien. Je suis pas sûr d'avoir compris tout ce qui se passait dans le combat. C'est le moment quand il perd ses membres, je suis pas sûr que j'ai pas compris qu'il perdait ses membres. Oui en gros Mbadi quand il le touche il le contamine avec un virus informatique, donc l'autre décide de se séparer de ses propres membres pour pas que ça contamine son corps, parce que du coup les nanomachines font que mais quand on repassait sur la réalité je sais pas, j'étais pas sûr de tout. Il avait plus ses bras quand on revenait. Il les avait plus et finalement il arrive à essayer de le dézinguer quand même. Et du coup là je trouve que j'aime bien aussi parce que Ping il a un peu un rôle un peu stylé, tu vois, un peu badass, de mec qui se bagarre, qui est prêt à se sacrifier, et qui se sacrifie, c'est ça. Et puis du coup tu vois, tu sens que même Mbadi il se dit putain ce gars là c'est quand même pas n'importe qui, le combat tu vois il est un peu, il le dit plusieurs fois. Oui, du petit lanceur d'alerte banni, on en devient au vrai héros qui se sacrifie, qui devient martyr pour sa cause. Ça change aussi un petit peu le paradigme pour Ping. Cagnard, comment t'as senti ce retour de Nova? C'est assez rigolo parce que Nova, je trouve que depuis le début de Last Order, il s'en prend vraiment plein la gueule. En fait, j'ai l'impression que Kishiro, c'est comme s'il avait cherché à déconstruire un peu l'éminence grise de Gun. Là, dans Last Order, il n'est plus celui qui sait, tu vois. En fait, il subit comme les autres et on lui donne même un petit côté mentor à la Ido, tu vois. C'est lui qui reconstruit Gali. Il la conseille, alors elle lui fait pas confiance et tout, mais par contre, sa capacité de comeback, elle est quasi. Sa capacité de comeback est immortelle, tu vois, en soi, est vraiment. Oui, tu sais combien de fois il est mort? Parce qu'avec la karmatronique, il peut revenir. Il revient potentiellement de façon infinie. Mais c'est assez marrant que on l'a vraiment mis à l'amende, je trouve, dans Last Order. Même la manière dont il se fait buter sans qu'on lui pose une question ou deux, c'est là, tiens, on prend ta puce, c'est tout ce dont on avait besoin de toi. Mais non, il est plus vicieux que ça. Nova, il va revenir. Enfin, tu vois, le design, quoi. Moi, c'est vraiment le design de la coupe afro. Et puis ce que j'aime bien, c'est que donc t'as le Nova afro qui est donc l'allié de Mbadi, et en fait tu sens que genre Mbadi te le présente en te disant genre ouais je lui ai donné une deuxième puce cerveau, du coup il a accepté de travailler pour moi et tout, mais tu te dis wow là calme-toi mon gars, ça reste Destinova, tu lui as donné des pouvoirs supérieurs, méfie-toi parce que il va peut-être faire vouloir sa vengeance au bout d'un moment quand même. Évidemment. Et dans quelle mesure il pourrait pas récupérer les autres puces de Nova pour faire un hyper Nova? Moi j'adore aussi au début sur Zalem quand on les voit brûler des coquilles là où on sait pas trop ce qui se passe et qu'on se rend compte qu'en fait c'est des coquilles de préparation pour des naissances de nouveaux Nova sur Zalem. Ah oui c'est vrai. J'aime bien ce passage. Ouais c'est ça. Et en parallèle donc on découvre un nouveau personnage, celui de Zeka. Qui est introduit en arrivant en moto devant Zex, un droïde à Rasta avec une drôle de tête en fait. Un peu Sentai, un peu Rasta, un peu. Et puis qui donne lieu au meilleur combat de pouce de l'histoire du manga. Mais jamais l'histoire du manga nous avait offert un combat de pouce. Tu vois, autant avec tu dis autant d'intensité. Après le bras de fer de Hunter x Hunter, on a le combat. Tu dis que Kishiro il fait beaucoup de recherches sur les arts martiaux et compagnie. Sur le combat de pouce, je suis pas tout le temps d'accord, moi. Ouais, l'arcane. Ça utilise le bras et tout. Normalement, c'est le poignet, c'est pas le bras. Ouais, il est allé au-delà de toutes les règles du combat de pouce. On est sur Véru après tout. Et évidemment, on est sur un combat de pouce presque quantique là à ce moment-là.
Mais le meilleur combat de pouce de l'histoire du manga, j'en ai jamais vu. Ah bah, Mais ça aussi, c'est une blague. Tu vois. Je pense qu'on peut faire qu'un top 1 en plus des combats de pouce. On c'est fera ça. une vidéo sur YouTube. Le top 1 des meilleurs combats de pouce de l'histoire du manga. Le premier va vous étonner. Puis donc il y a cette rencontre avec Zeka. Zeka qui fait une zazie. Il nous fait une zazie. Il nous fait une zazie, puisque à un moment donné, Zex lui dit c'est quoi un vrai guerrier? Ah, cette question, on ne l'avait jamais vue. Oui, tout le monde doit donner sa définition. Alors du vrai Zeka, guerrier. il y répond. J'adore la réponse de Zeka. Elle n'a aucun sens. Tu veux parler de ce qui fait la nature d'un homme? Mon gars, il dit pas mon gars, mais on comprend. Ouais. Mon gars, la nature d'un homme peut se résumer en une chose: la destruction de son environnement. Massacrer ceux qui ne lui reviennent pas, exploser des gros engins, s'approprier des belles meufs, détruire ceux qui l'entourent, quoi. Ne rien construire, que l'herbe ne repousse pas à l'endroit où il passe. C'est cela l'aspiration d'un homme. Par conséquent, l'absolu d'un homme, c'est la destruction d'une planète par sa force seule. Voilà ce qui fait le vrai guerrier. Mais en fait, c'est un Bozozoku. C'est vraiment un Bozozoku. ouais. Tu En vois. fait, c'est ça. Pour moi, Zeka, quand il arrive, il incarne vraiment cette espèce d'idéal de virilité. Tu vois, il a un cuir, il a une bécane, il picole, il pète les bouteilles. Tu vois, Ouais. il dit que voilà, C'est un Hells Angel. c'est en détruisant son environnement qu'on est un vrai homme. Il a une vision du guerrier qui est purement masculine dans les termes qu'il utilise. Tu vois, il utilise des termes comme la liberté, la destruction. Tu vois, tout ça, c'est des Choper des meufs. C'est des traits. Choper des C'est meufs. des traits qui sont assez masculins, alors que justement Zazie, on avait une version du guerrier qui était plus sur des traits féminins, qui sont la fidélité, la protection, le fait de croire en quelque chose et tout ça. Et je me dis, moi je sais pas trop quoi penser de Zeka, honnêtement. C'est un personnage, j'ai un peu du mal à... Je le trouve vraiment tellement caricatural dans son côté absolu de virilité, tu vois, genre de vraiment un mec, tu sais, c'est un mec quoi. Tu Mais il y vois, en avait avec pas encore. L'idéogramme. Et en fait, je me dis, homme, est-ce que Kishira ne nous l'a pas mis là? Parce que justement, il y avait que des meufs jusque-là à part Zex. Et du coup, c'est pour ça que je pense que la rivalité se noue principalement entre Zex et Zeka, puisque c'est les deux mecs. Et du coup, mais en même temps, je le trouve tellement caricatural. Moi, j'ai vraiment du mal à m'attacher à ce perso parce qu'en plus, Kishiro nous le présente vraiment comme l'espèce d'absolu de puissance. Zeka, c'est vraiment le personnage le plus puissant de l'univers à ce Et moment-là. il est imbattable. Quand il Et arrive, il est quand tu vois comment il écrase les bouteilles, Voilà. Oui. Et du coup, j'adorerais faire ça. Moi. et du coup, je je me gagnerais dis, de la place. et du coup, pour je me aller dis, sortir le verre. je me dis, est-ce que c'est pas C'est chiant, à en la fait. fois, j'arrive pas à savoir est-ce que Kishiro il est vraiment finalement un peu macho sur les bords parce qu'il aime ce perso et du coup il aime le mettre en scène, ou est-ce que son point de vue c'est de dire, si je vous dis que le mec le plus puissant de l'humanité c'est un mec dont le credo c'est de détruire les choses, c'est pas du coup un message que je vous donne sur en fait les humains c'est un peu des... Disons que si on le met en opposition. Si on reste gouverné par des hommes, ça restera tout le temps ça, et c'est le problème. Disons que si on le met en opposition à Zazie, typiquement, il y a un destructeur et un créateur. Et il y a forcément un des deux côtés qui te donne un petit peu plus envie. Elle parle de fidélité, elle parle de bon chien, Zazie, bon chien. Et lui, il est juste en destruction totale. C'est le. Et la c'est liberté absolue, c'est un anarchiste quoi. En gros, Ouais, c'est ça, c'est un Bozozoku. Il lui manque la banane quoi. Et puis dans cet arc, il est révélé que Gali a une puce cerveau à la place du cerveau. Oui. Ça, c'était un peu la petite surprise du chef à la fin de cette partie. Ouais, je m'y attendais vraiment pas. Ah, d'accord. Moi, je m'y attendais pas et j'ai l'impression qu'on boucle quasiment parfaitement avec le début de Last Order. Pour ensuite partir sur autre chose. C'est genre phase 2 de Last Order. Ça tombe bien parce qu'en plus, on est à la moitié de la série. C'est un truc qui m'a surpris et que j'ai aimé voir les questionnements de Gali. J'ai aimé de voir comment elle réagissait et de voir qu'elle a fait écoute, finalement c'est pas le cerveau qui va faire de moi ce que je suis, ça va être ma mémoire, mon vécu et ainsi de suite. Donc allons-y, abandonnons tout ça et donc donnons mon cerveau à Nova et voilà. Moi j'étais sur le cul, j'ai relu ce passage, j'ai vraiment aimé ce moment et ça m'a même fait me questionner moi-même. De toute façon, je te demandais si t'avais une puce cerveau. Non, vraie question, je me suis demandé si c'était possible. Ouais. Parce que comment je réagirais moi oui. si on me disait que j'avais plus de cerveau et qu'on m'avait mis une puce à la place. Surtout que Gali, elle a à la fois plus de cerveau, elle a changé de corps, donc on peut même pas dire que c'est son corps qui incarne qui elle est. Non, il y a plus rien. Il y a plus rien. Donc du coup après, mais bon, de toute façon dans Gun, le principe d'individu est tellement artificiel quand tu vois qu'en fait personne n'est un individu à 100%. Oui, plus personne ne l'est vraiment. À part la limite Vilma, tu vois. Et même on découvrira plus tard que Zeka n'a même pas ce visage-là. Oui, c'est ça. Zeka, il a lui-même changé des parties de lui, puis
il a tuné son corps pour pouvoir. Puis il a même vendu la tout. propriété intellectuelle de son ADN. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Non mais tu vois, Bon argent, et du coup quelque part ça ramène à une Personne veut de cagnard. ça ramène à une question philosophique aussi Il y a des mecs à très. Château Rouge qui sont pas d'accord. Et ça ramène à une question philosophique finalement très intéressante aussi, qui est qu'est-ce qui nous constitue, à quel point on est maître de nous-mêmes, de notre. Oui, c'est le truc devenir et tout de ça. Gali de se définir aussi par toutes les rencontres et son passé. En fait, Voilà. elle se définit Mais beaucoup c'est par son tellement passé. propre à tous les persos de Gun qu'en fait c'est plus si choquant que ça. En fait, quand je l'ai découvert, moi ça m'a pas choqué parce que je me suis dit de toute façon tout le monde est passé par là, donc. Ah mais je suis assez d'accord avec Robin, il y avait un peu un côté oh là là, ça tombe bien alors. Tu sais, Ça vous fait pas froid dans le dos si vous vous mettiez à la place de Gali, enfin tu sais genre même d'habitants de Zalem, tu vois. Non, moi je l'ai déjà eu ce genre de raisonnement, mais je pense que tout le monde l'a déjà eu avec le Truman Show, tu vois. Oui. Ouais. En me disant, pour moi c'est un peu le même genre de raisonnement, c'est si en fait tout le monde était en train de jouer à la il paraît que ce comédie, film ça a créé des pathologies chez les gens. Ah bah ça m'étonne pas. Les ouais. psychiatres disaient que il y a des gens qui avaient un espèce de syndrome du Truman Show, de se croire que rien n'était réel et tout, et c'était marrant. Mais moi ça me fait encore froid dans le dos. J'ai toujours pas trouvé la réponse de comment je réagirais. Bah de toute façon on espère qu'on n'y sera jamais confronté. On verra. Comment vous avez ressenti la fin de l'arc qui est la mort de Gali? Bah, J'y avais cru combien de temps ça déjà? tombe bien alors. Ouais, c'est un peu pareil, c'est qu'en fait, moi, finalement, Last Order, bon, je m'attache au perso, évidemment, mais il y a un truc on est tellement sur des enjeux qui sont au-delà de ça qu'en fait, le devenir des persos et ce qui leur arrive... Sur les morts... les morts en elles-mêmes Ouais. finalement, paraissent pas si importantes que ça, ce qui est paradoxal, puisque dans un monde où tout le monde est immortel, le fait de mourir devient de fait un truc très important, encore plus important que quand t'es mortel. Mais je sais pas, moi, ouais, les morts et les disparitions des persos dans Last Order, finalement, Non, tu je sais me que dis, ça va, ça revient. bah, ça fait partie du truc, quoi. Ça fait partie du karma total, du truc, quoi. Moi j'étais un peu peiné quand même. Ah bah. Oh, mais toi, t'es sensible à Gali. Hein. C'est vrai, Gali, je suis c'est ton sensible à petit, Gali, C'est vrai que je suis sensible à Gali. Bah, c'était ma T'es un première petit héroïne. Galitos, Tu toi. vois. Hein. T'es un Galitos. C'était ma première héroïne, donc forcément j'ai un attachement particulier avec elle. Mais non, je me suis dit, mais non, ils peuvent pas faire ça. Mais comment ils vont. Ouais, mais tu sais ils vont qu'elle la va faire revenir. Ouais, mais elle aurait pu revenir en fantôme et tout, dans des trucs que j'aimais pas. Ah oui. Ça va, elle revient bien, mais. Bah, elle revient. Le manga commence Gun avec Gali qui revient déjà. Oui, elle va toujours revenir, soit. Mais quand même. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir à un moment, ils remettent un petit flashback de quand Ido la trouve dans la décharge. Et c'est vraiment un beau dessin. Tu sais, il y a juste son buste, elle est chauve. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment un beau dessin. Quand il la chope. Ouais, quand il la chope, vraiment, c'est un beau dessin. Je trouve qu'il a jamais réussi à le refaire, celui-ci, tu sais, où ça transpire la transhumanité, en gros. Je te montrerai dans la deuxième partie une double page de Gali qui pourrait être dans cette optique. Après, de toute façon, si vous aimez les beaux dessins, vous pouvez aller sur Last Order. Après, oui, putain, vous serez pas je l'ai trop pas dit, déçus, mais c'est vrai que moi, c'est le premier truc là quand j'ai ouvert le tome 1. Et pourtant, moi, je les avais relus il y a 1 an, hein, donc il y a pas si longtemps que ça. Et vraiment, à la première page, mais putain, mais quel branlé visuel. Ouais. Mais je parle vraiment de branlé, quoi. Là, et on c'est est vraiment un cap au-dessus de Gun qui est pourtant déjà oui. très très bien dessiné, mais vraiment Last Order, on est vraiment sur un cap, là, c'est un niveau de autre dessin chose, qui est. Il se fait plaisir sur les doubles pages, le découpage de certains coups, la puissance qu'il réussit à mettre dans la fluidité des affrontements. Non mais ouais, on arrive à comprendre le dynamisme, l'action, la puissance des impacts. Moi, je trouve que Kishiro, il a une manière de représenter les impacts qui n'est propre qu'à lui-même. Tu vois un impact dessiné par Kishiro, il n'y a que lui qui sait faire ça, quoi. Je suis d'accord. Il y a des coups de poing où tu sais, il y a un œil qui commence à partir. Il est pas parti l'œil encore, mais il commence à partir. Oui. Et il a un truc, c'est très organique comme manière de donner des coups. Il a une maîtrise du temps, quoi. En gros, comment dire, l'ellipse temporelle à laquelle vitesse se passent les actions. Moi, je trouve ça prodigieux, quoi. C'est vrai qu'on n'avait pas du tout abordé le dessin et putain, mais l'enfer, quoi. Est-ce que Gun Last Order est une suite à la hauteur du monument qu'est Gun? C'est un vrai oui. Bah oui. C'est un vrai oui quand on voit cette complètement. première partie du manga. Sans parler de la fin de Last Order, on verra ça dans une autre émission dans un mois. Mais c'est vraiment à la hauteur. C'est à la hauteur parce que les questionnements philosophiques, écologiques, sont toujours là. Politiques, ils sont toujours là. Ils sont même bien plus présents qu'avant. Ouais. Ils sont tout en ayant encore de la baston de ouf comme on aime nous. Et puis c'est autre chose. Et c'est autre chose que ouais. Gun. Il arrive à nous surprendre. Alors c'est vrai que Gun était court comme série et dans cette série courte, il avait réussi à imposer plein de trucs qui étaient un peu des carcans de la SF de l'époque. Mais là, je trouve qu'il réussit l'exploit de le refaire dans un autre univers et c'est dingue à quel point.
où s'arrête son imagination. Vraiment, c'est parce que même au-dessus de les rues, vas-y, dis-moi bien qu'il y a autre chose quand même, on va pas s'arrêter là, tu vois. Et moi je paye, hein, je paye, vas-y, raconte, vraiment, je t'écoute. Bah après, tu verras avec, tu le vois dans Mars Chronicle avec Erika, etc. J'ai pas trop lu Mars Chronicle. Parce que tu découvres d'autres choses encore dans Mars Chronicle, on va pas du tout en parler ici, mais on découvre vraiment d'autres pans de cet univers et de la façon de voir les choses je m'étais et fait d'autres avoir, astres de la galaxie. Je m'étais fait avoir dans Mars Chronicle parce que j'avais lu que le tome 1, et dans le tome 1 il a repris son dessin de Gali qui est petite, donc tu sais Gali qui est à moitié kawaii chibi, tu vois, et ça m'avait un peu saoulé. Et là très récemment il y a un pote qui m'a montré des pages du dernier tome, je fais ah non c'est bon d'accord, en fait c'était juste pour le tome 1, il dessine toujours aussi bien, c'est trop cool. Ah mais oui, bah, c'est juste qu'il fallait la faire enfant, donc forcément chibi, c'est une enfant, mais ça m'avait perturbé, tu vois, un petit peu. Mais parce que t'aimes pas les enfants toi, c'est pour ça. Non, je les tue. Exactement. Je les mange comme je des les mange habitants de Vénus. des bébés rôtis tous les jours, sauce samouraï, crème fraîche. Merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté cette émission. Ce qu'on vous demande, c'est si vous avez des points très précis, vraiment des points pointus, des points précis et pointus sur Last Order que vous voulez qu'on aborde. Pas sur les trucs technologiques, hein. Non, alors, oui, on n'est pas très bon là-dessus. On passera un petit coup de fil à Thomas dans sa station spatiale. C'est ça. Non, s'il y a vraiment des points que vous voulez qu'on aborde de manière pointue et précise et unique, dites-le nous. Ouais, carrément, sur les thématiques, sur les thématiques abordées, si vous voulez des personnages. approfondisse quelque chose, allez-y. Et puis dans un mois, on fait la deuxième moitié de Last Order, puisque vous avez vu que rien que là, on s'est retenu. Ouais. Sur la première partie, il y a déjà beaucoup à dire, donc imaginez si on avait fait tout le manga en une émission. On se fait notre tournoi, quoi. Au final. C'est ça. On fait une petite pause narrative, il va nous arriver des trucs, nos arcs scénaristiques chacun, et on revient pour la partie 2 du tournoi. Mais vraiment, si vous voulez qu'on revienne sur des points précis, allez-y, je vous en prie, n'hésitez pas à nous le dire, et puis on pourra revenir soit là, soit même dans l'été. Tout simplement sur une émission un peu plus courte pour faire un petit point sur même sur le Discord, hein, n'hésitez pas bien à évidemment y aller. sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag 5DC notamment. Merci de nous avoir écoutés, merci messieurs, et à bientôt pour la prochaine sur la fin de Gun Last Order. Du flanc.